Alors bonjour, bienvenue à ce 11e cours de création consacré à l'écriture pour d'autres médias. C'est le deuxième qu'on consacre à cette question. On a parlé la semaine dernière de la bande dessinée, on a parlé du cinéma, scénario, on a parlé un petit peu de l'écriture web, mais il nous reste à dire encore quelques trucs, quelques précisions à cet effet et surtout parler de la chanson, parce que c'est un genre qui n'a pas été traité jusqu'à présent et qui mérite qu'on lui accorde une place à part. C'est une des modalités possibles pour le travail final. D'abord, il y a des gens qui, année après année, choisissent d'écrire comme ça des recueils de chansons et ça donne des résultats sympathiques. Parfois, on me remet même un enregistrement pour égayer le tout, agrémenter le tout. Alors, ça peut se faire, effectivement. Donc, on va réfléchir aussi à ça, à qu'est-ce qui change dans le rapport à l'écriture quand on est en train de composer des chansons, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération. Est-ce que c'est le même principe que pour les autres formes d'écriture dont on a discuté jusqu'à présent? Parce que là, il y a un support musical qui doit se greffer à ça. Qu'est-ce que ça implique dans la poétique du genre? Qu'est-ce que ça demande comme aménagement? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et puis, dans la deuxième partie, bien sûr, on va s'attacher à commenter les poèmes, l'atelier numéro 5 consacré à la poésie, dans un format inédit parce que il y avait pléthore de bons travail, il y avait plein de bons travaux comme ça. Et j'ai voulu vous livrer l'ensemble. Vous avez reçu un document qui tient compte finalement de l'ensemble de la production et on va devoir choisir tout à l'heure. Je vais expliquer comment on va procéder. J'avais pensé d'abord à utiliser un dé, mais ça aurait exclu certaines personnes parce qu'il aurait fallu 2 dés et le numéro 1 n'aurait jamais pu être choisi. Bref, je me suis résigné à prendre un générateur de nombres aléatoires. Je vais vous partager ça tout à l'heure à l'écran. Vous verrez en quoi ça consiste. Et je vais attribuer 2 poèmes par équipe parce que ce sont des textes très courts. On va pouvoir se permettre d'avoir davantage et on devrait être capable de faire le tour d'à peu près 14-15 poèmes comme ça, si tout se passe bien. Alors, espérons qu'on aura le loisir de se pencher là-dessus parce que ce sont des textes beaucoup plus courts que les textes qu'on a vus les semaines passées et on peut se permettre là peut-être de commenter un peu plus de textes pour cette fois. Ça sera une façon de finir en beauté. C'est notre dernière rencontre aujourd'hui avant donc les rencontres individuelles qui auront lieu au cours des 2 prochaines semaines. Après quoi, ce sera la rencontre avec l'écrivain Paul Kazak et enfin la synthèse qui intervient au tout dernier cours du trimestre. Alors, on est presque rendu là au dernier mille, au dernier droit. Alors, on va essayer de tout dire ce qu'il nous reste à dire pour que vous puissiez travailler à l'élaboration de votre travail final dans la sérénité la plus complète. Alors, je partage avec vous la présentation PowerPoint du jour. J'ajuste ça ici. Écrire pour d'autres médias, bande dessinée, cinéma, chansons, web, publicité, jeux vidéo. Vous aurez compris qu'on va en parler de façon un peu générique là, de la publicité des jeux vidéo parce qu'on ne se racontera pas d'histoire. La plupart d'entre vous, vous n'envisagez pas, pour la plupart en tout cas certainement, une carrière en jeux vidéo ou en publicité. Sinon, vous seriez en train d'étudier dans un autre département. Mais c'est quand même intéressant d'y réfléchir. Et ça reste un débouché pour nos étudiants. Il y a des gens qui ont été formés en littérature qui, après ça, ont fait des carrières en publicité. Il y en a d'autres qui ont fait effectivement des carrières en scénarisation et même en jeux vidéo. On a une école de jeux vidéo maintenant, enfin, un programme de jeux vidéo à l'UQAC et on a beaucoup d'étudiants qui aboutissent dans ce secteur-là. Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça arrive aussi. Il ne faut pas exagérer ce débouché-là comme étant le débouché majeur principal, certainement pas, mais c'est quelque chose qu'on peut considérer. Et dans une pratique d'écriture, ça vaut la peine de réfléchir à toutes les possibilités qui se présentent devant nous. Alors, ne gâtons-nous pas les choses en les exprimant, demande Virginia Woolf, sans doute. Effectivement, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'indicible et quand on essaie de les exprimer, on peut les appauvrir. Et c'est une réflexion tout à fait intéressante. Alors, au sommaire, aujourd'hui, quid du blog, de la pub et du jeu vidéo? Quid, c'est un mot latin qui veut dire qu'en est-il? Hein? Alors, qu'en est-il du blog, de la pub et du jeu vidéo? Parce qu'on a parlé surtout de la bande dessinée, du scénario la semaine dernière. Là, on va parler aussi de d'autres formes d'écriture pour le web, notamment la pub aussi et sommairement le jeu vidéo. Et un peu plus longtemps, on va s'attarder à la chanson.
avec la bouille sympathique de Jean-Pierre Ferland, que vous aurez reconnu en bas, parce que c'est lui qui va nous fournir un texte qui est une véritable poétique de la chanson. Alors, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de chansons dans sa vie, mais il a notamment écrit un texte qui s'appelle, ça s'appelle Écrire une chanson, je crois, qui livre un petit peu les secrets de son rapport à l'écriture en tant que parolier. Alors, je pense que ça peut être pertinent pour certains. Je vais donc commencer par ce premier point, quid du blog, de la pub et du jeu vidéo. Et on commence par se poser la question finalement, qu'est-ce qui change d'un média à l'autre? Parce que là, on a parlé des autres formes médiatiques et on a dit que essentiellement, c'était une affaire de gérer la redondance. Hein. Quand on a parlé du cinéma, quand on a parlé de la bande dessinée, on disait que l'enjeu pour celui qui écrit dans le cadre de ces formes, de ces productions, c'est de gérer la redondance, c'est de s'arranger pour que, par exemple, dans une bande dessinée, l'image ne soit pas en train de répéter ce que dit le texte. Il faut instaurer un rapport de complémentarité qui tient compte du média qui vient se greffer à l'écriture. Eh bien, tout ce qu'on a dit à propos de la gestion de la redondance tient encore ici. Pour le blog, pour la pub, pour le jeu vidéo, il y a le même rapport là, de complémentarité qu'il faut établir avec les différentes composantes de la production. On a entendu beaucoup de choses sur les médias sociaux et il se pourrait que vous entreteniez, en tant que littéraire, certaines résistances, certains préjugés vis-à-vis d'eux. On peut se poser à bon droit la question, est-ce que les médias sociaux et la littérature font bon ménage? Est-ce que c'est vraiment une avenue à considérer? Je parle du blog d'abord, éventuellement de la pub, du jeu vidéo ensuite. On verra comment tout ça peut s'articuler. Mais en pensant d'abord au blog et à qu'est-ce qu'on peut en faire, quel profit on peut espérer de ça, est-ce que c'est une forme prometteuse? Est-ce que c'est une avenue à privilégier? On dit beaucoup de choses à propos des médias sociaux et un article de Charles Chou dans la revue Quartz en 2017 nous apprend que le temps qu'on passe sur les médias sociaux nous empêche de lire 200 livres par année. C'est terrible quand on y pense. On passe tellement d'heures là-dessus à lire les posts des uns des autres, à envier la vie de chacun là, sur Instagram, que ce temps passé, perdu, aurait pu être mis à profit pour lire 200 livres par année en moyenne et peut-être en écrire un aussi. Ça, c'est une autre réflexion qu'il faut se faire. Est-ce que ce n'est pas du temps qu'on aurait pu mettre à profit pour des choses plus productives, dont la lecture, mais aussi l'écriture? C'est bon de se nourrir du travail des autres quand on veut devenir écrivain. C'est bon d'enrichir son expérience littéraire par la pratique, c'est sûr, mais il faut aussi fréquenter les autres auteurs pour éviter de refaire ce qui a déjà été fait, de répéter les développements thématiques exploités par les autres. Alors, il faut essayer de varier un petit peu. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est bien sûr de fréquenter les livres. Mais voilà, on est détourné aujourd'hui par cet aspirateur d'attention géant qui s'appelle le web. Et ça nous fait entretenir vis-à-vis de lui un rapport problématique d'amour-haine. On peut se demander si les médias sociaux sont une arme de distraction massive, s'ils sont des amis ou des ennemis de la littérature. Et le premier réflexe des littéraires de la vieille école, ceux qui, comme moi, ont été formés il y a plusieurs décennies, c'est de dire non, non, c'est la pire catastrophe qui soit, les médias sociaux, regardez les conséquences que ça peut avoir, ne serait-ce qu'au niveau politique. Les médias sociaux ont permis à Trump d'être ce qu'il est, par exemple, et c'est une catastrophe. Et on a vu comment ça peut gâcher des vies, des carrières, comment on peut régler ses comptes sur les médias sociaux, comment on peut devenir tout d'un coup un monstre, persona non grata, à partir de simples allégations, à tort ou à raison. Ce n'est pas le lieu d'en débattre ici, mais ça a permis des choses monstrueuses, en même temps que de belles choses aussi. Et ce que je voudrais dire au seuil de notre réflexion aujourd'hui, c'est que la littérature, c'est le premier des médias sociaux. Si on regarde à travers l'histoire, la littérature, ça a été un outil de communication qui a toujours dépendu d'une interaction avec les autres pour exister. Si on se rapporte, par exemple, à la période de la Renaissance, dont on parle dans un autre cours que je donne le mercredi soir sur la littérature du Moyen Âge, donc et de la Renaissance, on sait qu'il s'était constitué à l'époque une communauté virtuelle
qui ne dépendait pas, bien sûr, d'une infrastructure électronique qui n'existait pas, mais qui passait par la correspondance, où les gens s'échangeaient des messages, finalement. Erasme écrivait à Budé, qui écrivait à Rabelais, et tout ce beau monde correspondait et s'échangeait des messages. Et parfois, c'était des longues lettres, mais parfois, c'était des petits billets, comme on s'échange des messages, finalement, sur les médias sociaux. Et c'est constitué à l'époque une véritable solidarité littéraire, une république des lettres, qui était la préfiguration, à mon sens en tout cas, de ce que vont être les médias sociaux au 20e, 21e siècle. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dédaigner, qui n'est pas en conflit avec la littérature. Alors, ce n'est pas antithétique avec la création. Au contraire, il faut l'embrasser, cette nouvelle technologie. Il faut conquérir ce nouveau territoire. Et pour l'instant, ce n'est pas encore clair, là, les frontières. Ce n'est pas encore clair à qui ça appartient, le web. On peut se l'approprier. Et il faut faire preuve d'invention. Et il faut faire preuve d'initiative aussi, parce que tout est à faire encore. C'est vrai qu'il y a déjà des structures de publication, d'édition et tout, mais ça commence à peine et ça va exploser au cours des prochaines années. Et pour un écrivain en devenir, c'est quelque chose à considérer déjà, de dire comment est-ce que je peux tirer profit de cette fantastique invention et de la puissance d'exposition des médias sociaux. Alors, il y a quelque chose qui se développe depuis quelques années qui fait réfléchir les chercheurs en littérature et qui fait couler beaucoup d'encre. Et notamment dans un article consacré à ce que les réseaux sociaux font à la littérature, réseaux sociaux, microblogging et création. Alexandre Geffen écrivait, à propos du microblogging en particulier, le microblogging, écriture de soi, brève, fluide et asynchrone, n'a pas pris longtemps pour faire de Facebook et de Twitter des lieux d'écriture littéraire. Effectivement, vous remarquerez qu'il y a de plus en plus de posts sur Facebook ou sur Twitter qui prennent la forme de petits morceaux de littérature, d'aphorismes, de réflexions de toutes sortes, de haïkus même, et de micro-récits, et parfois récits de soi, bien sûr, où on raconte ce qui se passe dans notre vie, ce qui nous passe par la tête. Et puis, pour la plupart, c'est écrit à la va comme je te pousse, sans trop d'attention, mais pour certains, c'est très réfléchi et c'est très délibéré, c'est même littéraire déjà dans la formulation. Alors, il y a de tout, là. Moi, je suis sur Facebook un ancien étudiant à moi de la première cohorte qui a fait ce cours de création littéraire que vous êtes en train de faire, le même essentiellement, à quelques détails près, là, qui s'appelle Joël Martel, donc, dont je vous ai déjà parlé au premier cours. Joël Martel est suivi par des milliers de personnes à travers le monde et se démarque par ses posts complètement loufoques, plus absurdes les uns que les autres, et plus gratuits les uns que les autres, mais qui ont du mérite, manifestement, puisque les gens s'y attardent, commentent, y reviennent constamment, et la plupart de ces posts, les plus insignifiants même, vont lui valoir des milliers de commentaires, enfin des centaines de commentaires, des milliers de likes, et c'est assez phénoménal, original et hilarant, dit Maxence, effectivement. C'est assez délirant ce qu'il fait. Je vous invite à le suivre sur Facebook, ne serait-ce que pour ça. C'est aussi un compositeur, c'est aussi un musicien, donc, qui est chroniqueur en plus au quotidien. Alors, c'est quelqu'un qui, je parle de Joël Martel, Francis, c'est quelqu'un qui a su se mettre en valeur à travers ça. Ça pouvait sembler un petit jeu badin, innocent, sans conséquence, mais c'est une façon de se faire remarquer. Et ça a commencé son expérience avec le web quand il était au Voir Saguenay. Alors, il était rédacteur en chef du Voir. Il avait une chronique qui était publiée sur papier au départ, puis finalement, c'est devenu tout web, mais quand même, il s'est fait connaître comme rédacteur en chef avec des messages très forts, des textes, des chroniques d'opinion qui étaient vraiment fortes. Et puis, il a fait son petit bonhomme de chemin, de sorte que sa carrière, il l'amène maintenant dans un espace totalement inédit. Oui, il a décroché une chronique à La soirée est encore jeune. Ah oui, wow, c'est excellent, je ne savais pas ça, je suis content pour lui. La forme qu'a pris sa carrière est vraiment inédite parce que c'est vraiment pas un cheminement traditionnel.
Et il a trouvé le moyen de faire sa place, d'occuper les lieux et de se faire entendre de façon vraiment intéressante. Alors, voici quelqu'un qui est parti à la conquête du Far Web et qui est en train vraiment de planter le drapeau dessus. Alors, moi, je suis admiratif devant son génie créateur, devant sa joie de vivre extraordinaire, là, qui est très communicative à travers l'ensemble de ses écrits. Alors, c'est une illustration, donc, de ce que ça peut être le microblogging. Ça peut être plus personnel que ça. Il y a quelqu'un qui me demande si je connais Grand Talent. Oui, c'est quelque chose dans le genre, je crois, effectivement. Grand Talent, il y a beaucoup de personnes qui entretiennent la théorie que c'est nul autre que Joël Martel lui-même. Ça serait un alter ego de Joël Martel. C'est quelqu'un qui publie aussi sur le web. Joël Martel l'a nié cependant et ils ont eu des échanges qui donnent à penser que ces deux-là sont deux personnes différentes, mais on ne sait pas exactement qui est Grand Talent, mais c'est quelqu'un qui s'est fait connaître notamment pendant la crise des grèves étudiantes par des commentaires absolument savoureux qui étaient fachos à souhait et dont les gens ne comprenaient pas la portée ironique. Alors, il a fait plein d'autres choses après. Je pense qu'il est encore dans le coup. Mais c'est un de ces mystères du web, une de ces identités là qu'on n'a pas encore réussi à résoudre et qui fait tout le sel là, et qui invite les gens à suivre ça. Donc, microblogging, on en fait tous, en fait. Chaque fois que vous postez un truc sur Facebook, vous êtes dans le microblogging, vous êtes dans l'écriture de soi. Et c'est une écriture de soi qui est la plupart du temps pas recherchée, mais libre à vous d'approfondir un petit peu la chose. C'est pas interdit d'aller plus loin. Et une façon d'aller plus loin, c'est à travers toutes ces plateformes de création qui se développent, où les contenus se multiplient. Alors, il ne faut pas voir là une menace. Encore une fois, il faut plutôt embrasser ce phénomène nouveau qui s'appelle la twittérature, où les gens ont investi Twitter, par exemple, pour publier comme ça, à coup de tweet, des récits. Alors, parfois, le récit tient en un tweet, mais parfois, le récit peut se prolonger à travers plusieurs tweets. Et il y a des gens qui ont fait le pari improbable de publier un roman au complet sur Twitter. Alors, chaque tweet est une ligne finalement du roman ou un petit paragraphe du roman. On est limité à je ne sais plus combien de caractères maintenant, là, mais on ne peut pas en dire beaucoup, mais on les numérote et on écrit à la suite notre roman. Alors, au départ, ça semblait un petit jeu futile, mais il y a de plus en plus de gens qui ont développé la chose et ça prend de l'expansion et ça devient 280 mots, me dit Marie Brisson à peu près sur Twitter. Bien, à 280 mots, on peut faire quelques phrases quand même. Et donc, on peut faire avancer notre récit comme ça. Et c'est sûr que l'individu lambda qui essaie de faire ça et qui n'a pas vraiment personne qui le suit déjà, ça ne marchera pas très bien. Mais Stephen King qui se met à faire ça puis qui dit, ben voici, ça va être la forme de mon prochain roman d'horreur. Il va vous être livré sur Twitter, un tweet à la fois. Ben, je vous garantis qu'il y aurait des gens pour embarquer et ça devient une espèce de roman feuilleton, comme dit à l'instant Marion plutôt, et vous avez raison. Ça devient un roman feuilleton à la miette, là, ben, miette à miette, pièce par pièce, et ça peut être un jeu intéressant. Alors, c'est un jeu qui peut être formateur parce que ça vous fait pratiquer le micro-récit, mais ça peut être aussi une façon de vous faire remarquer à travers ça. Et si vous êtes habile, vous allez vous faire connaître et vous allez pouvoir assez rapidement développer un lectorat qui va attendre la suite de vos compositions. Alors, il y a les toikus aussi. Encore sur Twitter, des gens qui pratiquent le toiku, c'est-à-dire un tweet un haïku sur Twitter. Alors, il y a possibilité d'aller voir ça. Si vous faites une recherche toiku, exemple, vous allez voir en quoi ça consiste. On donne les règles du jeu et il y a plusieurs personnes qui publient comme ça des petits haïkus. Et c'est une fantastique façon de pratiquer le haïku. Souvent, c'est un genre assez peu publié. Hein? Ce n'est pas le genre le plus répandu. Dans le domaine de l'édition, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire avec ça. Alors que c'est une forme pourtant très intéressante.
Et plusieurs des textes que vous m'avez soumis justement dans le cadre du 5e devoir relèvent de cette forme. Alors, pourquoi pas s'y exercer sur Twitter? C'est une plateforme qui convient parfaitement à ce genre d'exercice. Donc, n'hésitez pas à le faire, et pas seulement pour vous amuser, mais aussi peut-être pour investir professionnellement cet espace-là et développer un peu votre portfolio, attirer l'attention sur vos productions, sur ce que vous faites, sur votre génie créateur. Il y a plusieurs plateformes d'auto-édition. On a parlé la semaine dernière de Wattpad, mais il y a des plateformes où vous pouvez éditer vos propres textes et parfois, ça donne des fichiers que les gens peuvent télécharger, comme un livre électronique, mais parfois, c'est hébergé sur la plateforme et c'est accessible sur la plateforme. C'est aussi une façon de se faire connaître. On a des booktubeurs aussi, des gens qui font des vidéoblogs comme ça. Sur la littérature et sur leur composition aussi, ou les compositions des autres. Alors, ça peut être intéressant aussi pour donner une certaine visibilité à ces productions. Il y a des sites plus spécifiquement consacrés aux productions savantes. J'ai des collègues qui travaillent à l'édition dans le domaine des humanités numériques. Vous voyez comment tout ça là, ouvre des horizons nouveaux et qu'il ne faut pas dédaigner. Il faut se rappeler que lorsqu'on est passé des livres manuscrits, par exemple, aux livres imprimés, au tournant du 15e siècle, alors en 1450, on a eu le sentiment d'une perte considérable. Alors, quand on a vu les premiers textes imprimés, on s'est dit, oui, mais c'est pas aussi beau que les manuscrits, il n'y a pas toutes ces enluminures, il n'y a pas tout ce travail artistique, finalement, là, de mise en valeur là, de l'écrit par tout l'appareil autour. Les premiers textes qu'on appelait imprimés, qu'on appelle les incunables, dans la première moitié la dernière moitié du siècle, ont cherché longtemps à essayer de reproduire la beauté, l'élégance, tout le travail artistique du manuscrit, et c'était peine perdue parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens, puis on ne pouvait pas rivaliser. Et le livre a finalement connu son essor spectaculaire, fulgurant, du moment qu'il a cessé d'essayer d'être un manuscrit et qu'il a assumé sa nature de livre différente, mais capable d'une distribution extraordinaire là, à partir du moment où on ne s'en fâche plus dans les détails de la décoration, de la fioriture, on laisse faire les planches, on se rend compte qu'on peut produire très rapidement des livres et les répandre un peu partout, les distribuer, et ça va permettre un essor commercial fulgurant de la littérature. Alors, on a le sentiment en ce moment comme créateur qu'on est en train de perdre quelque chose, que le web nuit à la littérature, nous détourne, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les médias sociaux qui nous empêchent de lire 200 livres par an et peut-être d'en écrire au moins un par an. On a le sentiment d'une perte, comme les médiévaux avaient le sentiment de perdre quelque chose quand le livre est arrivé. Mais la révolution est de même ampleur, si vous voulez mon avis, c'est quelque chose d'aussi profond que l'invention de l'imprimerie, ce qu'on est en train de vivre. Le web va changer complètement notre rapport à la littérature. Et soit on embarque, soit on est largué. Et je vous dis, ça va être irrésistible. On ne pourra pas continuer à pratiquer les métiers d'écriture à l'ancienne, comme on a pu penser peut-être au début du web en se disant ça ne changera pas grand-chose. Le livre électronique, ça ne décollera jamais. Effectivement, il ne se vend pas beaucoup, il ne se vend pas tant de liseuses aujourd'hui. Il n'y a pas tant de monde qui lisent des livres électroniques. Ce n'est pas aussi fulgurant qu'on avait pensé. Parce que c'est une forme qui se cherche encore. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas exploser, que ça ne va pas exploser bientôt. Et si vous voulez mon avis, ça s'en vient et on serait fou de ne pas essayer de capitaliser là-dessus dans notre rapport à la création. Alors, à la question qu'est-ce qui change, on peut désormais répondre pour le blog, la pub, le jeu vidéo, eh bien, que désormais, il faut apprendre à se mettre en marché. Avant, quand on écrivait un livre, on se préoccupait surtout de l'envoyer à un éditeur. Puis du moment qu'on trouvait un éditeur pour nous publier, c'était à peu près réglé. C'est lui qui se chargeait de la mise en marché, qui s'arrangeait pour le mettre sur les rayons des librairies, pour vous booker des entrevues et tout. Puis vous n'aviez pas d'autre effort à faire. Vous, votre travail consistait à écrire votre petite histoire, à magasiner les auteurs, pas les auteurs, mais les éditeurs,
Et une fois que quelqu'un vous avait choisi, retenu, que le contrat était signé, ben là, vous vous laissez mener en voiture et puis vous acceptez les entrevues qu'on vous propose et puis vous participez au salon du livre, vous signez des autographes et tout. C'est plus comme ça que ça marche maintenant sur le web. En fait, c'est pas comme ça que ça marche sur le web. Il faut apprendre à se mettre en marché. Il faut apprendre à se rendre visible, à se faire reconnaître, connaître. Et si on peut imaginer encore aujourd'hui des gens qui écrivent des scénarios et qui arrivent et approchent un réalisateur en disant, écoutez, j'ai écrit un scénario et j'aimerais vous le soumettre, je pense que ça serait tout à fait dans votre genre. Ça, on le voit encore, ça se fait encore. Et de même pour la télévision, c'est quelque chose de concevable. Il y a des gens qui posent des questions. Ben, je ne m'attarderai pas à ça. Je vais perdre le fil de mon propos. Vous êtes en train de discuter entre vous. Alors, si donc, il y a des. Bon, j'ai perdu le fil de mon propos, justement. Je parlais des éditeurs, je parlais. Oui, c'est ça, des gens qui vont produire un scénario et qui vont le soumettre à un réalisateur. Et ça se fait encore. Ça ne va pas marcher de la même façon avec un scénario de jeu vidéo, par exemple. Si vous voulez écrire un scénario de jeu vidéo, vous ne pouvez pas penser débarquer chez Ubisoft demain et dire, ben voilà, j'ai écrit un scénario de jeu vidéo, je pense que ça va vous intéresser. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut être dans la boîte, il faut travailler dans une unité de développement de jeux vidéo et se voir confier un mandat. Ce n'est pas en arrivant avec une idée comme ça là, de l'extérieur que vous allez vous faire remarquer. Par contre, si vous pratiquez différentes formes d'écriture et que vous arrangez pour vous faire connaître sur le web, vous tirez profit de cette visibilité extraordinaire que vous fournit le web, ce n'est pas exclu que là, on vous remarque. Ceux qui se font engager dans l'industrie de la publicité, dans l'industrie du jeu vidéo, viennent souvent du monde de l'édition. Ils ont travaillé au métier du livre et ils se sont fait connaître à travers ça ou sur une plateforme, éventuellement web, comme chroniqueur, comme blogueur, et ont attiré l'attention par leur portfolio qui déjà est développé avant de débarquer dans la boîte avec un scénario. Là. Ils se sont fait connaître, ils ont des credentials, ils ont de la crédibilité. Et là, ça devient possible à partir de l'intérieur, de faire valoir ces productions, de les soumettre pour le développement d'un jeu vidéo. Mais ça ne marche pas de la même façon que par le passé, où on se contentait d'envoyer nos manuscrits, nos idées comme ça, puis on attendait une réponse et voilà, c'était dans le sac. Il faut vraiment développer cette stratégie marketing qui est pas sans lien avec la pub. Hein. Il faut faire sa propre pub, en fait. Il faut devenir son propre agent de presse, en quelque sorte, et ça demande quelques aménagements. En fait, ce que ça veut dire dans les faits, et on est un peu dans l'abstraction, là, ça veut dire qu'écrire pour les autres médias implique une démarche rhétorique. Alors, de même qu'un texte publicitaire n'est pas complet sans un appel à l'action. Alors, une des règles d'écriture du texte publicitaire, c'est que vous devez, à un moment donné, dans votre texte, inviter à l'action. Achetez ou procurez-vous ou appelez maintenant. On doit avoir un appel à l'action dans une pub. Alors, de même qu'un texte publicitaire n'est pas complet sans cet appel à l'action, une ligne qui invite le lecteur à poser un geste précis, donc après avoir vu l'annonce, écrire pour les autres médias implique une démarche rhétorique à travers laquelle on cherche à capter et à retenir l'attention du destinataire, à agir sur lui. Alors, c'est ça qui change dans le rapport à l'écriture. On a parlé de différentes formes, de différents médias. On a dit que pour l'essentiel, ça tenait, tout ce qu'on avait dit sur le récit, que même dans le cadre d'une publicité, souvent, qui prend la forme d'un récit, on va avoir un héros avec un destinateur, un destinataire, une quête à accomplir. Alors, les mêmes enjeux narratifs qu'on a explorés tout au long du trimestre, ils valent encore pour la pub, ils valent encore pour le jeu vidéo et même pour le blog, quoique le blog a tendance à être moins narratif et à relever davantage de la littérature d'idées, de la chronique, par exemple, mais ça aussi, on en a parlé, donc ça tient toujours. Qu'est-ce qui change? C'est que désormais, il y a une dimension rhétorique dont il faut tenir compte. Il faut chercher à agir sur le destinataire, à aller le chercher. Et donc, ça demande des stratégies de mise en marché,
mise en évidence de ce qu'on fait qui implique des compétences nouvelles qu'on n'a pas travaillées dans le cadre de ce cours. Mais c'est le propos, entre autres, d'un autre cours que je donne et dont je veux faire la publicité ici. C'est un cours qui s'appelle Poétique et rhétorique et qui se donne aux 3 ans à peu près à l'université. Ça se pourrait que vous ne le voyez pas passer avant un petit bout, mais je vous invite à vous y inscrire parce que je l'appelle familièrement le cours de création 3. Il y a le cours que vous êtes en train de suivre, qui est le premier. Il y a l'atelier d'écriture, qui est le deuxième. Et pour moi, poétique et rhétorique, c'est le titre du cours, c'est le 3e cours de création littéraire parce que je vous fais écrire, mais je vous fais écrire dans une perspective totalement différente. Pour le web, justement, dans différents genres rhétoriques. Et on explore cette fonction rhétorique qu'on doit développer pour être un rédacteur complet. Parce que ce n'est pas juste une affaire de fiction, finalement, l'écriture, c'est différentes modalités qu'il faut apprendre à maîtriser et notamment tout le registre persuasif. Alors, le cours de poétique et rhétorique vous amène à réfléchir à ça. Et je pense que c'est important aussi. Alors, il faut apprendre à faire ses armes, éventuellement suivre une formation spécifique. Ce n'est pas vrai qu'on peut s'improviser expert en publicité si on n'a pas suivi une formation, mais il faut savoir que souvent, les gens en publicité sont recrutés parmi les finissants en littérature. Et je me souviens au bac d'avoir perdu des collègues qui, après avoir été un petit peu déçus par leur première année à l'université en littérature, disaient « Ah non, c'est pas mon truc, j'aime beaucoup la création, mais… » Ce n'est pas exactement mon truc, c'est cours d'histoire littéraire, de théorie et tout. Et j'ai vu des amis de toujours qui avaient fait les lettres avec moi au cégep décrocher pour aller travailler dans la pub, en fait, faire une formation en publicité. Et ils s'en sont trouvés très heureux. Ils sont nombreux à y être restés, à avoir mené une carrière, à y avoir prospéré. C'est un débouché tout à fait intéressant sur lequel il ne faut pas cracher, bien au contraire. Mais ça demande une formation spécifique. C'est rare ceux qui vont être engagés dans un cabinet sans avoir eu une formation. De même pour le jeu vidéo, il y a maintenant des programmes comme à l'UQAC où vous pouvez obtenir une formation spécifique. C'est une chose à considérer. Mais pas faute, d'ici là, de développer votre portfolio et de produire sous différentes plateformes. Pas seulement des petits manuscrits qui restent dans vos tiroirs ou que vous envoyez une fois de temps en temps à l'éditeur, mais aussi investir ces plateformes dont je vous ai parlé pour vraiment vous donner à connaître. Et plus vous aurez laissé des traces sur des plateformes différentes, plus vous aurez des chances de vous faire reconnaître et de développer un portfolio qui va devenir un atout majeur quand viendra le temps de faire des démarches auprès d'un employeur, par exemple, pour entrer dans le milieu de la pub ou du jeu vidéo ou travailler à l'édition web. Ou même dans le domaine de l'édition aussi, ce sont des vases communicants, ce sont des espaces où vous pourriez très bien trouver votre bonheur. Alors, c'est ce qui me restait à dire sur les autres médias. Le dernier média dont je veux vous parler, c'est la chanson, en fait. Et je le dis encore une fois, c'est une des options possibles pour le dernier devoir. Un recueil de chansons. Et il faut s'attarder un petit peu à ça pour distinguer la chanson de la poésie. La chanson, ce n'est pas exactement comme la poésie. C'est une forme un peu différente qui s'est détachée de la musique historiquement. Enfin, la poésie, c'est détaché historiquement de la musique. Il fut une époque où les deux se confondaient. La poésie était toujours chantée. Mais à un moment donné, il y a eu un schisme, une séparation, un divorce dans la bonne entente. On s'est ramassé avec des textes qui n'étaient plus composés pour être accompagnés de musique. Et d'autre part, on a continué à pratiquer la chanson. Et la chanson, c'est une forme de poésie plus simple, si on veut, plus facilement accessible. Et ça tombe sous le sens parce qu'une chanson qui serait composée comme un poème de Mallarmé, elle aurait du mal à trouver son public. Parce que si on entend une chanson et qu'on n'y comprend rien, à la première audition, c'est pas sûr qu'on aura le courage de l'écouter encore et encore pour essayer de la déchiffrer. Les plus curieux vont peut-être le faire si vous êtes des fans finis de tel ou tel groupe, et il y en a qui ont fait des compositions un peu farfelues, et même dans les groupes les plus populaires, je pense aux Beatles, une chanson comme « I Am the Walrus »,
Il y a des profs de littérature anglaise qui se sont cassés les dents à essayer de la commenter, de l'analyser. Et John Lennon, qui, apprenant qu'on analysait ses chansons dans les cours à l'université, s'en est beaucoup amusé et a écrit délibérément des chansons où il disait des choses absurdes pour que les profs essaient de trouver le sens dans tout ça. Alors, il y a plusieurs chansons des Beatles qui vont dans tous les sens à un moment donné. Là, je pensais à Sgt. Pepper. Ça peut être un peu déroutant, tout ça. Et c'était de propos délibérés de leur part pour flouer un petit peu les scholars, les professionnels de la littérature. Mais ce n'est pas le but normalement d'une chanson. Une chanson est faite pour nous toucher, pour nous rejoindre. Et pour nous toucher, nous rejoindre, nous émouvoir, il faut qu'elle touche à notre intelligence et qu'elle soit intelligible, donc, d'emblée. Alors, c'est assez essentiel. Alors, on va se poser un certain nombre de questions. Première question à se poser quand on écrit une chanson, c'est d'abord de quoi vais-je parler dans ma chanson? Et il y a plusieurs possibilités. Les options sont nombreuses. On va voir qu'il y a plusieurs sujets. À peu près tout peut faire l'objet d'une chanson, mais en même temps, pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des éléments qui sont plus rétifs peut-être à cette forme d'expression. Est-ce que tous les sujets sont bons? Bien, justement, on va voir que non, il y a des formes un peu moins évidentes. Et la question la plus essentielle, ça sera, est-ce qu'on s'y reconnaît? Est-ce qu'on s'y retrouve? Parce que pour que la chanson opère son charme, il faut qu'il y ait une certaine reconnaissance de l'expérience qui est évoquée, qui est véhiculée par la chanson. Et là, je vais partager avec vous le texte d'une chanson de Jean-Pierre Ferland, qui, normalement, je vous aurais fait entendre normalement la musique. Cette chanson aurait été normalement accompagnée d'une musique, mais je ne veux pas que mon vidéo soit bloquée pour viol de copyright par YouTube. Alors, je vais me contenter de lire le texte platement, mais vous pouvez le retrouver. Vous pouvez retrouver cette chanson sur YouTube si vous faites une recherche. Jean-Pierre Ferland a écrit une chanson. Là, je sais que c'est encore disponible sur le web. Et c'est intéressant parce que voici un chansonnier d'expérience qui a écrit ça il y a très longtemps, c'est en 1963, mais quand même, c'est quelqu'un qui connaissait bien le métier et qui a eu une carrière assez admirable. Je sais qu'à une certaine époque, c'était le kitsch du kitsch. Moi, jeune Jean-Pierre Ferland, j'aurais jamais reconnu du mérite à son travail. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer que je me laisse émouvoir plus souvent que je le voudrais par ces chansons. Les mêmes chansons qui pourtant tournaient chez moi à la radio parce que ma mère écoutait ça à un volume assez tonitruant et que je n'aimais pas, bien, aujourd'hui, je les entends et je les aime. Elles me rendent nostalgique. Je pense à Fait du feu dans la cheminée, Je reviens chez nous. Là, la chanson s'appelle Je reviens chez nous. Pour moi, c'était le kitsch du kitsch, mais aujourd'hui, j'entends ça puis j'ai une émotion qui me gagne. Peut-être c'est la nostalgie. Le charme opère malgré tout. Alors, c'est assez formidable le pouvoir des chansons. Et peut-être vous avez vécu la même chose, des chansons par le passé vous ont agacé, qui ont fini par vous gagner, ou au contraire, des chansons que vous avez adorées sont devenues insupportables. Vous n'êtes plus capable de les entendre. C'est drôle ce qui peut se passer avec ça. Alors, que nous dit Jean-Pierre Ferland? Il nous livre un peu sa poétique d'écriture de la chanson. Écrire sur des glaces fondues, bâtir des marais profonds, sa vie, ses chagrins, les amours qu'on aurait voulu. Ça se dit écrire une chanson. Et le temps sait se charger du reste. Et le vent sait comment l'emporter, à moins qu'il se trompe d'adresse. Une chanson, c'est fait pour s'oublier. Vieillir sans jamais prendre d'âge, rêver sans jamais s'endormir, savoir caresser une larme et savoir davantage, la laisser rouler sur un clavier. Graver en toute ressemblance, là, je me rends compte que je n'ai pas changé la diapositive ici. Oui, alors, graver en toute ressemblance un visage qui vient ou s'enfuit, ne pas trop chercher l'importance d'un métier qui ressemble à la vie. Aimer les amoureux du monde, pleurer où ils s'embrasseront, offrir la moitié de son cœur en 130 secondes, parce que c'est souvent la durée d'une chanson, ça se dit écrire une chanson. Écrire une chanson, c'est avoir le goût d'aimer, écrire une chanson ou l'entendre chanter. Alors, voilà exprimé tout simplement, et je pense que ça se poursuivait sur une autre. Non, je n'ai pas la chanson complète. Ça se poursuivait un peu plus longuement. Gravé en toute ressemblance. Oui, on l'a eu, celle-là. Oui, aimer, oui, non, ça, vous avez la chanson intégrale.
Je n'étais pas certain d'avoir le texte complet, mais oui. Alors, ce texte tout simple, finalement, partage avec nous l'expérience de ce que c'est qu'une chanson, de l'écriture d'une chanson, et la caractérise de manière assez efficace. Hein. Et un des traits caractéristiques, quand on commence à écrire des chansons, c'est cette générosité du débutant qui l'entraîne souvent à aborder des sujets vastes. Alors, on a envie d'écrire des chansons engagées, un peu à la manière des Cowboys fringants, première version, première génération, c'est-à-dire qu'au début, les Cowboys fringants faisaient que ça, des chansons engagées. À un moment donné, ils se sont un peu tannés. Ils se sont dit, on ne veut pas être enfermé dans ce carcan-là où chaque fois qu'on écrit, il faut qu'on parle du sort du monde puis de la terre entière. Et ils ont voulu se détacher de ça pour mieux y revenir, parce que finalement, c'est pas mal ce que leur public attend d'eux, là, puis ils l'ont compris, puis ils l'assument. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à réussir. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de tenir ce discours-là. Et les Cowboys fringants ont le génie d'écrire des chansons là, de fin du monde, puis de réussir à nous tenir, puis à nous y faire croire. Là. Elles sont nombreuses là, à cet égard, mais ce n'est pas quelque chose qui marche souvent. Là. Il faut vraiment être capable de porter ces textes-là. Alors, c'est important de savoir qu'il y a des sujets qui sont un peu trop vastes, par exemple, comme la protection de l'environnement, la paix dans le monde. C'est des sujets lourds à porter pour un chansonnier débutant. Faites attention de ne pas vous attaquer à quelque chose de plus gros que vous là, au départ. Pour éviter les clichés, on a toujours intérêt à relier les grands thèmes à des aspects de notre expérience personnelle, en fait. C'est ce que nous disait Jean-Pierre Ferland plus haut. C'est important de témoigner simplement de ce qu'on connaît, de ce qui nous touche, de ce qui nous enthousiasme, nous fait rire, pleurer, de notre vraie vie. En étant authentique, c'est la meilleure façon qu'on a d'aller chercher les autres, de trouver des échos dans le cœur des autres, dans l'esprit des gens qui nous écoutent. Sinon, une expérience lyrique désincarnée, un beau petit morceau de poésie, mais où on n'y met rien de soi, risque d'être un bibelot esthétique, joli, ça sonne bien, c'est intéressant, mais ça ne vient pas nous chercher autant. C'est vraiment cette connexion personnelle qu'il faut aller chercher à travers des aspects de notre expérience, de notre vécu à nous. Alors, on peut faire l'expérience de la page blanche, ici comme ailleurs. Ça peut très bien arriver qu'on se mette à geler au moment d'écrire une chanson, comment écrire une chanson, comment la continuer éventuellement. Contempler sa feuille blanche avec angoisse est le meilleur moyen de perdre confiance. Alors, voici quelques trucs pour débloquer son imagination, et ça vaut pour d'autres genres aussi, mais pour la forme de la chanson, ça s'y prête très bien. D'abord, écrire à partir d'une image. Alors, on peut poser quelques questions à partir d'une image, et ça peut être n'importe quoi. Hein? Donc, vous prenez un magazine, vous l'ouvrez, puis au hasard, un géo par exemple, vous vous arrêtez une image, c'est un paysage, et puis on voit un petit village dans ce paysage, une petite église, une petite place publique et tout, et ça peut devenir le point d'ancrage pour une histoire qu'on va vouloir raconter sur cette place publique. Deux amants se sont rencontrés, deux amants se sont déchirés, deux amants se sont quittés. Et à partir de cette image-là, je projette mon imagination et j'essaie de développer, de greffer un récit finalement qui pourrait très bien avoir eu lieu donc à cet endroit-là. Et l'image me fournit un cadre, me fournit un lexique éventuellement, parce que là, j'ai des arbres autour, j'ai des bâtiments que je peux évoquer et je peux articuler ma composition autour de ça. Alors, j'ai évoqué un paysage urbain, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un visage, vous pouvez tomber sur le visage d'un enfant, ça peut être une publicité pour UNICEF qui vous rappelle la misère du monde, la pauvreté et tout, et ça peut vous inspirer. Alors, c'est une façon de stimuler son imagination, de débloquer comme ça son invention. Et ça peut très bien se développer à partir du moment où on pose des questions. Bon, on a des personnages qui sont représentés. On se dit, à quoi pensent les personnages? Qu'est-ce qui est en train de se dire l'enfant qui a l'air si malheureux sur la photo de l'UNICEF? C'est une scène de jour. Qu'est-ce qui se passe la nuit au même endroit? On peut vraiment se projeter à travers une image comme ça dans toutes les directions.
Écrire à partir d'une musique, c'est une autre façon de procéder. On peut écouter différentes musiques, instrumentales de préférence, parce que si vous écoutez des chansons avec des paroles, ça va un peu parasiter votre concentration. Mais vous pouvez écouter différentes musiques avec différentes tonalités, gaies, émouvantes, rythmées, énergiques. Alors, vous fermez les yeux, vous vous laissez porter par la musique et vous allez voir que des images vont naître dans votre tête. Et ces images vont être accompagnées de mots qu'il s'agira après de coucher simplement sur le papier. C'est une façon très efficace d'y parvenir. Je vois le chat qui s'agite. Écrire en laissant YouTube décider, oui, ça peut être intéressant. Ça peut devenir une source d'inspiration. YouTube nous propose toutes sortes de choses et des fois, on commence une pièce musicale et s'enchaîne sur toute autre chose. Ça nous amène ailleurs, même chose sur Spotify. Pourquoi pas? Ça peut changer complètement notre mood et notre génie créateur peut y trouver son compte. Alors, on peut écrire aussi, et je vous encourage à le faire le plus simplement, en partant de son quotidien. Des questions simples sur notre vie quotidienne peuvent se révéler un point de départ efficace. Quel a été le meilleur moment de notre semaine, par exemple? Quel est le premier souvenir qu'on a de notre petite enfance quand on pense à notre passé? On peut se baser sur notre vie, sur notre parcours pour trouver de l'inspiration. Alors, c'est toujours plus facile dans n'importe quel genre de partir d'une expérience personnelle, de notre vécu, pour, après ça, développer, quelle que soit la fiction, même si elle verse là, dans la science-fiction éventuellement, c'est toujours plus facile quand elle prend comme point d'ancrage l'expérience individuelle, l'expérience du quotidien, mais aussi notre passé éventuellement, notre biographie personnelle qui peut venir enrichir notre composition. Alors, comment commencer à partir du moment où on a une idée, on a un sujet qu'on veut développer, un thème? Eh bien, on commence pas nécessairement par le commencement. C'est pas nécessaire de commencer votre chanson par le premier couplet. Vous pouvez très bien commencer par le refrain. Vous pouvez commencer par une phrase en plein milieu et greffer autour. Si vous tentez d'écrire tout de suite le premier vers du premier couplet en tenant compte de toutes les contraintes propres à la chanson, avec les syllabes qu'il faut compter minimalement, les difficultés techniques risquent de vous faire perdre de vue votre émotion première et ce n'est pas le moment de travailler à une mise en forme précise. Ce n'est pas le moment de compter ces syllabes, de s'arranger pour que les rimes soient parfaites, équilibrées. Écrivez de la façon la plus brute possible. Laissez s'exprimer votre idée et n'allez pas lui donner une forme achevée, définitive d'emblée. Ce n'est pas le moment de ciseler ces vers. Il faut d'abord que l'expression la plus brute possible puisse être formulée, couchée sur papier. Et après ça, on travaille à affiner le tout. Alors, une bonne façon de garder intacte l'inspiration de départ consiste à laisser tomber dans un premier temps, donc, toute forme de contrainte formelle. Alors, on laisse tomber ces contraintes, on écrit ce qui nous passe par la tête, un peu sur le mode de l'écriture automatique. Et ça va nous permettre justement de libérer notre conscience de l'espèce de censure permanente qui s'opère quand on est trop conscient de ce qu'on est en train de faire. Au début, notez en prose, donc, toutes les idées qui vous viennent. Vous n'êtes pas obligé de rimer, vous n'êtes pas obligé de compter les syllabes et vous pouvez écrire un texte qui, en fait, ne ressemble pas du tout à une chanson, qui est plutôt un petit récit, par exemple, au départ, comme un petit conte, un micro-récit. Alors, ça peut être une façon de procéder. Alors, pour résister à toute tentative prématurée d'organisation, vous pouvez aussi jouer au jeu de la constellation. Alors, c'est la même diapositive que tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi elle se répète. Alors, on peut jouer au jeu de la constellation, c'est-à-dire procéder par jet, par fulgurance. Au centre d'une feuille, j'écris par exemple mon sujet. J'ai envie d'écrire une chanson sur l'hiver. Ça me déprime l'hiver. Alors, ce sera comme mon soleil au milieu du ciel et autour de ce soleil vont venir se greffer d'autres éléments. Autour de cette idée de l'hiver, je vais inscrire des idées, des impressions, des images, des bouts de phrases qui me viennent sur ce sujet-là. Alors, univers de glace, sculpté à communiquer, j'ai envie d'hiberner comme un ours, la neige blanche recouvre la laideur de la ville.
silence, parce que l'hiver, ça me fait penser au silence, sensation de liberté, air pur. Et là, toute une constellation vient de se greffer autour de mon sujet principal et ça va me donner des idées que je pourrais développer. Peut-être qu'au final, je ne parlerai pas de l'hiver, pas en tout, que ce que je vais avoir retenu de ça, c'est le silence, en fin de compte. Le silence assourdissant de la neige fraîchement tombée, là, quand on sort dans une vaste étendue, là, puis on est confronté à ce caractère paisible là, de l'atmosphère. Peut-être que c'est ça qui va s'imposer. Peu importe, l'idée, c'est de faire tourner la roue de l'invention. Et voilà, on le fait sans se censurer, sans jugement. Après, en se relisant, on fait le choix des meilleures pistes à explorer parce qu'il y a des trucs, je veux hiberner comme un ours, ça pourrait faire une chanson sympathique à la manière de Lisa Leblanc, mais ce n'est pas le thème peut-être le plus lyrique qui soit. Alors, on va faire des choix, on va privilégier les meilleures pistes à explorer et on peut reprendre le même jeu pour développer une de ces idées à partir du moment où j'ai pris par exemple, l'univers de glace, difficulté à communiquer, je peux faire une autre constellation avec au centre, comme sujet, difficulté à communiquer. Et là, ça devient l'objet de ma chanson. J'ai changé d'orientation thématique. Ça peut très bien se faire. Alors, c'est un petit jeu qui peut servir aussi à débloquer l'inspiration en toutes circonstances pour toutes les formes d'écriture. Suis-je obligé d'écrire un refrain? On remarquera que la plupart des chansons ont des refrains aujourd'hui, mais ce n'est pas absolument requis. La structure chanson couplet-refrain est très ancienne, mais est toujours à la mode aussi, est toujours efficace sans doute, depuis des chansons comme Sèche tes pleurs, enfin, à la Clairefontaine, dans le patrimoine de chansons là, françaises, qui est très, très ancienne. Il y a un refrain jusqu'à Sèche tes pleurs de Daniel Bélanger, jusqu'aux chansons les plus récentes qu'on entend ces derniers jours. Il y a présence de couplets et de refrains. Et on fait ainsi alterner des couplets qui racontent une histoire ou qui développent le propos et un refrain qui rappelle à l'auditeur l'idée principale, l'émotion essentielle. Et ça a un certain sens. Mais ce n'est pas la seule structure. Il faut savoir que c'est possible de composer une chanson sans refrain. Le principe important, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est de s'assurer qu'il y ait une répétition de l'idée maîtresse du texte pour que l'intelligence la perçoive. Il faut que l'auditeur soit capable de comprendre c'est quoi le propos. Et s'il n'y a pas répétition d'un refrain, il y a possibilité de revenir sur des mots-clés, sur le titre, par exemple. Une chanson comme « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours » n'a pas de refrain à proprement parler. C'est le titre qui sert de refrain, en quelque sorte, qui est martelé. « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours » revient constamment. L'idée maîtresse du texte est martelée comme ça. Pourquoi la répétition? Parce que d'une part, si rien n'est répété, le texte est plus difficile d'accès pour un éditeur, donc un auditeur qui n'a pas les paroles écrites sous les yeux. D'autre part, parce que la structure répétitive de toute musique appelle un procédé similaire dans la construction du texte. Alors, la chanson s'est conçue pour être greffée sur une musique et il y a des éléments répétitifs dans la musique qui doivent trouver un écho, normalement, logiquement, aussi dans la structuration du texte. Il y a bien sûr des chansons géniales qui échappent à ce principe de répétition, mais elles exigent quand même une plus grande maîtrise de l'écriture. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable d'écrire quelque chose de brillantissime, parfaitement intelligible et qui se passe de répétition. Il n'y a pas tant d'exemples que ça dans la littérature et dans le domaine de la chanson. Alors, on peut répéter seulement la phrase titre de la chanson. C'est l'exemple que je donnais. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai de Francis Cabrel. Ce n'est pas un refrain à proprement parler, mais c'est la reprise du titre. Pour que le mariage avec la musique, des paroles avec la musique se fasse bien, il faut s'assurer que les couplets ont la même longueur, idéalement, et le même nombre de vers, que la phrase titre, éventuellement, soit placée au même endroit dans chaque couplet. Ce sont des règles générales, et bien sûr, il y a des contre-exemples fameux, et notamment dans l'écriture du rap, du hip-hop, on se permet des choses qui ne seraient pas autorisées ailleurs. Normalement, on compte minimalement ces syllabes, et on s'assure d'avoir des phrases à peu près équilibrées pour que ça corresponde à la musique. Mais dans le rap, on peut compenser en précipitant la déclamation
Et on fait sauter complètement les structures. Ils sont rares, les rappeurs qui comptent leurs syllabes religieusement avec l'idée d'une césure à l'hémistiche. Oubliez ça. Ils ne savent probablement pas c'est quoi la plupart du temps une césure. Alors, ils vont pour l'expression. Et s'il faut précipiter la phrase pour que ça tombe avec la musique, ben, ce n'est pas grave, on le fera. Et sinon, la musique, ça s'arrangera. Ceux qui écriveront l'arrangement musical s'arrangeront pour que ça marche parce qu'on met le texte d'abord à l'avant-plan. Alors, il faut quand même respecter certains principes là, quand on veut écrire une chanson plus traditionnelle, là, mettons, mais il faut admettre que dans le rap, par exemple, on peut faire tout et n'importe quoi. Exemple, avec phrase-titre placée selon le propos au début ou à la fin de chaque couplet, vous avez des chansons comme Avec le temps de Léo Ferré, Le bon gars de Richard Desjardins, Je l'aime à mourir, Francis Cabrel, Voir un ami pleurer de Jacques Brel, qui utilise ce schéma-là, alors que l'exemple précédent avait plus rapport avec ce qu'on voit à La Clairefontaine ou Sèche tes pleurs de Daniel Bélanger. Est-ce qu'on doit rimer? Pourquoi rimer? On sait que historiquement, la rime a été inventée comme procédé mnémotechnique pour favoriser la mémorisation et que c'est aussi un principe d'harmonie avec la musique. Il y a tout un jeu sur la sonorité. Mais est-ce que c'est nécessaire de rimer? Oui, la plupart du temps, quoique il y a une tolérance très grande pour l'assonance et la rime vraiment très pauvre. Alors, vous avez une caricature sympathique ici de Jim Morrison, chanteur que j'aime bien. Alors, la rime, c'est donc un procédé qui facilite la mémorisation d'une chanson. La raison d'être de la rime, c'est de mettre un peu de musique dans nos textes en y semant des échos sonores, des harmonies et parfois même des harmonies imitatives. Cependant, on n'est pas obligé de suivre les règles de la versification classique. Ainsi, la chanson peut, par exemple, avoir des rimes très pauvres qui vont rimer au son et non pas à la graphie. Exemple, paix et suspect. Alors, ça rime, le son est le même, paix, suspect, mais à la graphie, ce n'est pas du tout la même chose. Hein? Paix, P-A-I-X, suspect, P-E-C-T. Alors là, ça accrocherait dans un poème traditionnel, mais en chanson, ça passe très bien. Paix, suspect peut très bien rimer. Là. Les assonances sont permises sans faire d'abus, comme dans les rimes décembre et tendre. Alors, si je ne prononce pas trop franchement, décembre et tendre, ça semble assez proche. Comme dimanche, enfance. C'est limite un peu. Ou neige, falaise. Neige, falaise. Ce n'est pas exactement une rime, c'est une assonance, mais ça peut être toléré si on n'en abuse pas systématiquement. Alors, plusieurs jeux d'alternance sont possibles. La succession de rimes identiques, si elle est amusante dans un texte humoristique, peut devenir lourde dans un autre contexte. Alors, on va alterner les rimes plates A, B, B en schéma de métrique, croisé A, B, embrassé A, B, A. Tout est possible dans la chanson. Libre à vous d'inventer des jeux de rimes, de créer vous-même votre propre musique. Est-ce que je dois compter les syllabes? Pas forcément. Alors là, vous avez des rimes croisées, des rimes embrassées, des rimes suivies, justement, la succession de rimes identiques dont je parlais. Est-ce que je dois compter les syllabes? Pas nécessairement, même si toute musique repose sur une reprise de certains éléments rythmiques et mélodiques, ce qui impose un travail de symétrie minimalement au niveau de la métrie du texte. Plusieurs variations sont quand même possibles dans la construction de la chanson. Cependant, pour faciliter ces apprentissages chez des paroliers qui commencent, on va essayer de respecter un certain nombre de règles au départ, à tout le moins. Et dans ces règles, vous aurez... Alors là, je veux noter ici une faute commune. C'est parce que j'ai pris l'image sur le web. J'aurais dû la faire moi-même, la générer moi-même. On parle en vers français de syllabes. On ne doit pas parler de pieds. On l'entend constamment, celle-là, en poésie, en chanson, là, des vers de 12 pieds, de 10 pieds. C'est pour les vers latins qu'on parle de pieds. On ne peut pas parler de pieds dans les vers français. Ce sont des syllabes, toujours. Et je suis fâché de vous donner une image qui vous induit en erreur. C'est pour ça que je prends la peine de préciser que c'est fautif comme appellation. Les couplets, donc, ont souvent le même nombre de vers.
Les vers du couplet ont tous le même nombre de syllabes. J'ai fait moi-même l'erreur. C'est vous dire à quel point c'est insidieux, cette petite faute. Alors, petits conseils généraux pour terminer, parce qu'il va falloir en venir à notre atelier à un moment donné. Le travail en collaboration est tout à fait possible. On peut écrire avec ses musiciens, c'est souhaitable. Si on a quelqu'un qui connaît la guitare, par exemple, ou le piano, et qui peut nous aider dès le début de la chanson à harmoniser les mots avec la mélodie, ben c'est génial. Mais on peut aussi collaborer avec des gens qui vont écrire la chanson, les paroles avec nous, là. Et ça se voit parfois, souvent, des textes qui ont été travaillés par 2, 3 membres d'un groupe, là. Ce n'est pas toujours le même qui écrit les chansons, ce n'est pas toujours même les musiciens qui écrivent les chansons eux-mêmes. Parfois, c'est des compositeurs, en fait, des auteurs, des paroliers étrangers au groupe là, qui vont proposer ces textes-là. Et parfois, il y a des collaborations qui sont faites pour l'écriture. Alors, on peut se mettre d'accord sur un refrain commun, par exemple, ou sur une phrase titre identique, et chacun développe son petit bout en fonction de ça. Donc, c'est ce genre de travail qui s'ouvre à la collaboration. Écrire son texte sur la musique d'une chanson connue n'est pas un défaut. On peut très bien, au départ, pour s'assurer de l'efficacité du rythme qu'on a retenu, prendre un air connu et chanter notre chanson sur cet air connu. Alors, pendant qu'on écrit, on chante avec, je ne sais pas moi, une musique de U2 ou de Coldplay, puis ça fonctionne, ça colle. Après ça, bien sûr, il va falloir s'en détacher puis trouver une forme de musique différente parce que sinon, vous tombez dans le plagiat. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. La longueur habituelle d'une chanson se situe entre 20 et 40 vers. Il y a des exceptions, mais pensez que si vous voulez tourner à la radio, il faut quand même se limiter. J'ai un groupe que j'affectionne particulièrement depuis mon enfance et je ne manque pas un concert à chaque fois qu'il se présente au Canada. Et j'y vais avec mon fils que j'ai initié à la musique de ce groupe aussi depuis. Pour ne pas le nommer, il s'agit de Iron Maiden. Iron Maiden se démarque par des compositions fleuves. Sur leur dernier album, notamment, il y a une tune qui s'appelle Empire of the Cloud qui fait 19 minutes, je pense. Et puis The Red and the Black qui fait 15 minutes. Avant ça, il y avait Rime of the Ancient Mariner qui faisait 13 minutes. Ce sont des chansons qui ne peuvent absolument pas tourner à la radio. Et un des obstacles au succès d'Iron Maiden, historiquement, ça a toujours été le fait que leurs compositions sont trop longues. Ils s'en soucient guère. Ils ont persévéré néanmoins. Ils ont connu un succès planétaire. Mais c'est rare qu'on les entende à la radio. Et quand on les entend, c'est des trucs très courts comme Running Free, Run to the Hills. C'est des chansons qui font 3 à 4 minutes maximum parce que ce n'est pas commercialisable. Donc, pensez-y, quand vous écrivez une chanson, à la faire quand même pas trop longue parce que ça risque de ne pas pouvoir tourner à la radio. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur la chanson. Alors, je termine donc avec cette dernière puce. Une attention portée à l'aspect phonétique et l'écriture assure un mariage harmonieux avec la musique où il faut quand même tenir compte du mariage éventuel avec la musique. C'est pour ça que c'est une bonne idée de travailler dès le départ avec des musiciens peut-être. C'est une forme d'écriture qui peut sembler simple en apparence, mais les contraintes qu'impose le mariage avec la musique peuvent parfois vous causer des difficultés. Alors, il faut être au courant de ça. Voilà, c'est ce qui complète donc ce topo sur la chanson et sur l'écriture pour les autres médias. Alors, je vais vous envoyer donc à la pause pour les 5 prochaines minutes. Alors, il est 10h10, on se retrouve à 10h15, après quoi on va procéder à l'attribution des textes pour l'atelier en utilisant le générateur de nombres aléatoires. Alors, à tout de suite. Alors, nous sommes de retour de notre atelier pour une expérimentation de forme tout à fait inédite. C'est la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais attribué autant de textes à la fois et je me suis rendu compte en reformatant les textes un petit peu que certains avaient triché. J'avais bien vu là, en lisant les textes qu'il y en a qui étaient plus généreux que d'autres dans la production. Il y a des textes qui comportaient plusieurs poèmes en fait et je n'y ai pas pensé avant de vous confier ça. Là. Il y en a qui se sont ramassés avec du travail supplémentaire, 4, 5 poèmes à évaluer. Et
j'en suis un peu navré, mais ça vous montre un peu la tâche qui m'attend à la correction, parce que moi, quand j'hérite de ça, il faut que je corrige, je commande chacun. Alors, ça va être à vous de jouer. Et pour éviter de parasiter trop les échanges, et parce qu'on a beaucoup de textes à voir, je vais me faire plutôt discret. Je vais vous laisser faire le travail essentiellement. Je vais lire les textes, je vais me tourner vers vous et je vais recevoir vos commentaires après chacun des petits groupes de 2 textes. Alors, on présente 2 textes à la fois. Au terme de quoi je me tourne vers vous, j'appelle vos commentaires et on poursuit la lecture pour voir si ça se fait, parce que c'est un volume de texte considérable qu'on s'apprête à lire et on veut que ce soit le plus fluide possible. Alors, sans plus tarder, je partage avec vous le document que j'ai préparé en catastrophe pendant que vous étiez en atelier. Ce sont les textes sélectionnés ici. Ça devrait s'afficher maintenant. OK. Je ne jouerai pas trop avec mon onglet ici. Je vais peut-être recommencer. Épingler la vidéo. Comme ça. Oui, voilà. Voilà, comme ça. OK. Donc, le premier texte, c'est le texte 11. Amitié évaporée. Tes paroles hypercaloriques ont fait pousser de beaux boutons de regret dans ton visage colérique, et là te voilà qui essaie de cueillir un peu de pardon. Malheur, tu l'as déjà récolté par tes offenses précédentes. Comment pourras-tu éviter cette faillite imminente, cette menace alarmante qui se pointe à l'horizon? Tu lances tes 1000 excuses avec un peu de maladresse, frôles ta cible de justesse, mais ne parviens pas à ton but. Hélas, votre amitié s'évapore, comme vous l'aviez vu jaillir, mais reste dans votre mémoire plusieurs gouttes de souvenirs. Le deuxième texte, qui est le texte 16, qui en fait en comporte plusieurs, et je ne vais pas tous les lire parce que ça serait fastidieux et ce n'est pas juste pour les autres, je vais en lire 2 comme ça. Et après ça, je vais me tourner vers le groupe qui était responsable, c'était l'équipe numéro 1. Et ces textes ont été composés à partir d'un exercice d'écriture automatique. Alors, c'est intéressant de savoir que c'est le principe qui a présidé à la composition. Oublier son secret. On m'oblige à lire des écrits sur les murs, d'un monde sans passé ni futur. Couché dans l'ombre des secrets, je ne puis maintenant que vivre avec regret. On trouve un verre au milieu des pommes, des fleurs dans une bouteille de rhum. Je suis verre et fleur dans cette triste vérité. Peut-être un jour, mes souvenirs, j'oublierai. On dit que le vent est imprévisible, qu'il a de fortes tentations irrésistibles à ramener les souvenirs du passé au moment où on les avait oubliés. Dans mes yeux, ma hantise. Pourtant vrai ce qu'ils disent, ce qui brûle dans mes yeux, n'est pour moi moins une hantise que l'ombre subtile d'un jeu. Viens dans ce monde sans nom, ce nom qui reste le mien, là où il n'y a plus de son, où je me suis détaché de mes liens. Pourtant vrai ce qu'ils disent, essaie de voir qui je suis, dégage les liens de mon emprise. Sur ces textes, vos commentaires, l'équipe numéro 1. Bonjour, c'est moi qui étais Bonjour. en charge des textes avec les collègues. En fait, on a analysé les 3 dans le 16, on a pris les 3, là, mais c'est pas grave, on va en parler des 2. Dans le texte 11, on trouvait que ça coulait bien, c'était facile à lire, qu'il n'y avait pas beaucoup d'images politiques, mais celles qui étaient restées étaient très fortes, on les aimait bien. Il y avait juste une petite affaire qu'on a buggée, la répétition de beaux boutons. On trouvait que la répétition arrivait vite dans le poème, puis on aurait peut-être pu prendre un synonyme, mais là, peut-être aussi que l'auteur voulait intentionnellement C'est un dire effet beaux boutons. d'insistance. Je pense que ce n'était pas un accident, c'était délibéré. C'était pour insister sur ça. Mais Donc, ça on en peut a accrocher. discuté un peu de ça. Ça peut accrocher. On laisse ça accrocher. Voilà. Ensuite, le texte numéro 16. On a aimé aussi les 3 textes. On aimait là, vraiment le AABB du premier, le ABAB du deuxième. Puis, on a aimé l'exercice, l'écriture automatique bien retravaillée. Ça donne vraiment un beau résultat. On avait des petits questionnements juste au niveau des virgules et des points, que c'était pas constant, fait qu'on se demandait si c'était nécessaire, parce que là, dans la première strophe, il n'y avait aucune virgule, aucun point. Puis là, après ça, on joue beaucoup avec les virgules et les points, donc ça nous a un petit peu accrochés. Puis c'est ça. Donc, il y avait plusieurs choses avec le troisième, puis l'ange, là, qu'on se demandait, l'ange déchu, si on n'aurait pas pu changer ange échu pour ange déchu, mais c'est
pas notre poème. Donc, voilà. D'accord. Ben, merci pour votre commentaire. Alors, c'est dur de commenter des poèmes qui vont Oui. dans tous les sens, là, et qui ne sont même pas du même auteur, mais on peut rapidement revenir sur Amitié évaporée pour dire que c'est un poème qui se joue finalement au niveau de l'émotion est moins au niveau des métaphores ou des figures de style tonitruantes. Là. On est dans des figures d'insistance, des figures de construction. C'est assez simple quand même. Quoique abstrait, on sent que c'est deux personnes qui ont des choses à régler, mais ce n'est pas nécessairement transparent pour tout le monde. Donc, il y a quand même un certain flou qui est entretenu. Avec des images assez conventionnelles, tu lances tes excuses, maladresse, tu frôles ta cible. C'est des images assez conventionnelles, mais qui fonctionnent très bien. Avec quelques belles inventions, paroles hyper caloriques, plusieurs gouttes de souvenirs assez sympathiques. Et de même, pour la série de poèmes composés à partir de l'écriture automatique, vous avez raison de dire que la ponctuation est un peu aléatoire des fois. On a l'impression que parfois, elle abonde et parfois, elle disparaît, s'évanouit. Il faudrait peut-être être plus conséquent, mais sinon, ça reste très, très intéressant au niveau de l'expression. Un lyrisme aux accents authentiques, vraiment tout à fait charmant. Là, on a lu les deux premiers, là, mais les deux autres sont au moins aussi intéressants. La haine dans le sang, là. Je suis un ange à double face, celle qui pleure des larmes de glace. Un ange non rancunier, j'aurais de me venger. Il y a une charge assez forte là-dedans. Là, c'est l'émotion qui est accentuée. On peut jouer sur plusieurs tableaux et on choisit de jouer ici sur l'émotion. Alors voilà, on a fini pour notre première lecture. On va enchaîner avec l'équipe numéro 2 et les textes 15 et 8. Alors, ça donne quoi? Ça donne ça ici. Là, on a une série de haïkus. C'est sympathique. Le premier s'appelle « Le flocon ». Cet hiver éclos, tu te poses sur ma main, puis fonds doucement. Ma jeunesse. Jeunesse vibrante, elle parcourt les violons avant de grandir. Page blanche. Les doigts sur ma feuille, j'implore l'objet céleste qui cède au soleil. Aokigahara. Cette part de moi, toi, Aokigahara, en répand le sang. Un troisième et dernier, enfin un cinquième et dernier, je pense. Sans toi. Marchant sous la lune, je sens la banalité de cette vie seule. C'était le dernier. On passe maintenant au texte 8, essai de poésie. Voilà, ce sont 1, 2, 3, 4, 5 strophes. L'herbe caresse mes jambes, ravivant de vieilles mémoires. Autour de moi, arbres et feuillages bruissent doucement. La nuit est douce, ornée d'éclats de lune brillants. Entre les pierres fissurées, j'avance dans le noir. Mon pied foule la terre de mes aïeux, mon corps avec désir et frisson hume cette air, celle que respiraient mes ancêtres glorieux, l'esprit songeur, je déambule parmi les tombes. Sur mon chemin, le lit calme d'une rivière se fait l'écho de ma triste mélancolie. Combien sont noyés dans le ruisseau de l'oubli, avec en leur cœur pas l'ombre d'une pensée fière? Puis, sans un murmure, je m'en reviens sur mes pas. Sans malédiction, haine, vengeresse ou tracas, au diable les oubliés, les tristes vaincus, qu'ils pourrissent à souhait, le présent n'en veut plus. Alors la peur de ce sort trouble mon esprit, mais une pensée console et me fortifie. Les morts oubliés sont légion en ces bois, mais je suis fort et jeune, le présent est à moi. Sur ce texte, vos commentaires? OK, oui, c'est nous qui va faire les commentaires. OK. Bon, on peut commencer par le haïku. D'abord, moi, je suis impressionnée que la personne ait choisi de faire ça parce que je trouve que d'écrire quelque chose en 3 phrases, c'est quand même un bon défi. On voulait faire une mention spéciale à celui qui s'appelle Ma jeunesse, parce qu'on trouvait qu'il y avait une image originale avec les violons et tout ça. On a bien aimé. Puis aussi à celui qui s'appelle Aokigahara, l'espèce de forêt du Japon. Ouais. C'est cool aussi parce que je trouve que ça nous amène ailleurs. Puis c'est ça, c'est rare qu'on utilise ça. Puis au final, c'est quand même quelque chose qui a été connu puis qui a fait comme un gros tollé dans les dernières années, là, dans les médias et tout ça. Fait que c'est le fun d'amener ça. Sinon, petit bémol, des fois on trouvait dans les autres que, je sais pas si c'est parce que les thématiques étaient trop larges, on trouvait que des fois ça manquait peut-être un peu de punch ou de subtilité. Parce que des fois on avait l'impression que c'était comme un peu peut-être le début d'un poème qui aurait pu être continué. Tu sais, on en aurait comme pris plus peut-être pour voir plus l'idée.
C'est ça. Ouais, ça aurait pu être comme plus efficace peut-être dans une Ouais. Plus punché. d'amener C'est ça. des thèmes qui sont moins guidés. En même temps, on comprend que le haïku, c'est quand même vraiment dur. C'est une forme limitée au niveau des possibilités. Là. C'est dur de ménager une surprise ou une chute surprenante à chaque fois, là, percutante. Ouais, vraiment. C'est ça. Sinon, pour le texte 8, dans le fond, il y avait quelqu'un dans notre équipe qui l'avait écrit. Fait que ça a été le fun de pouvoir en parler avec la il a pu vous éclairer un petit peu sur le sens de tout ça. Dans le fond, on a bien aimé le texte en général. On a aimé comme toute l'idée de la description de la contemplation au début. P.O. disait qu'il se sentait vraiment comme dans la forêt, qu'on était capable d'imaginer vraiment là, la personne en train de marcher. Ça coulait bien, c'était doux. Peut-être qu'on aurait aimé un titre un peu plus évocateur. On ne s'est pas forcé ici. Mais sinon, en plus, il nous a dit que l'écriture avait été quand même assez spontanée. Fait que moi, je trouvais ça quand même impressionnant. Là, au final, c'était clair. Puis moi, je trouve qu'on voyait bien. C'est ça, c'était fluide, puis on voyait bien l'idée. Je pense que... La fin, on l'a beaucoup aimé. C'est comme une position un peu qui prend qu'est-ce qui est politique. Ouais, c'est ça. De comme la jeunesse qui peut faire avancer les choses, puis de pas trop non plus, de savoir d'où on vient, mais de pas trop s'asseoir non plus sur nos aïeux, puis tout ça. En tout cas, ouais. Merci beaucoup pour vos commentaires. Moi, ce que je trouve tout à fait charmant, c'est qu'on a ce recueil de textes qui vont dans tous les sens, mais qui sont, somme toute, assez achevés, hein, qui pourraient très bien être soumis dans le cadre d'un concours. Je vous invite à le faire. Là. Il y a le concours de poésie de la vie étudiante. Il n'y a pas un texte là-dedans là, qui ne mériterait pas de figurer dans le recueil final, là, dans la sélection finale. Ils sont tous vraiment très, très bons. Et je suis épaté par la qualité de vos contributions. C'est très différent d'un auteur à l'autre, là, mais il y a quand même une maîtrise dans l'écriture, un sérieux là, qui est tout à fait intéressant. Moi, je suis ravi. Et dans le haïku et dans ce petit poème qui s'intitule joliment Essai de poésie, on a un résultat tout à fait intéressant, un lyrisme qui est très fort. Même si les images sont un peu conventionnelles, il reste que l'expression demeure très forte ici. Il y a Marion qui disait les haïkus, c'est comme des petits tableaux impressionnistes. C'est tout à fait juste. C'est une belle caractérisation, c'est une belle façon de présenter la forme et ça ouvre plein d'images dans notre esprit. Hein. Un haïku là, réussi, là, ça suscite toute une épiphanie d'images, d'impressions là, qui se superposent dans notre esprit. Et c'est ce qui fait que le charme opère, la magie opère à chaque fois. On passe au texte suivant, et c'est l'équipe numéro 3. Ce sont les textes 6 et 17. Alors, le texte 6, c'est le temps. Et là, je pense qu'on a affaire à des alexandrins, tant qui passe, hélas, tant qui passe, hélas. Je vais essayer de voir. Assassin sirupeux, guérisseur silencieux. Oui, on a des alexandrins. Tant qui passe, hélas, qui efface et ressasse, assassin sirupeux, guérisseur silencieux, médecin capricieux, agresseur pernicieux, tant qui sait et chasse, qui blesse quoi qu'on fasse. Facétie qui demeure, éternel qui méprise, fétu, maigre, égaré, quelque part, sans savoir. Nous tentons de vivre, mais en vain, sans prévoir. Le temps là qui guette, qui nous touche et surprise. Prisonnier de ses chaînes, on tente de lutter. Funeste et le geôlier, on ne peut l'affronter. Vieillesse l'escorte, mortel spectre et son ombre, la lumière agonise et gagne la pénombre. Nombreux sont les instants qui défilent et s'arrêtent, ils restent, s'agitent, puis meurent, disparaissent, tourmentes cruelles que sont ceux qu'on regrette, souvenirs douloureux, pleurs et larmes apparaissent. Paresseuse est l'heure qui tarde sans aller, la minute elle aussi qui venir ne veut pas, languissant, torturé, nous devons patienter, nous, soumis à sa loi, attendons le trépas. Passé comme avenir, se mêlent, se séparent, se répondent et parlent, concordance et brouillard, écho dans le chaos, tumulte trop rythmé, et cette cadence pour toujours abîmée. Meilleurs et plus sereins, nos esprits pourraient être, s'ils voyaient en face la stricte vérité. Hélas, nous préférons les chimères au bien-être, infligeant futile, affre à nos âmes agitées. Terrifiés, foule errante, engloutis, nous croyons invincibles, inepties, faux espoirs, nous perdons constamment contre lui, car toujours il nous prend, et nous laissons faire en gâchant notre temps. Tant qu'il floue, aidez-nous, qui oublie et nous foule, ennemis tout-puissants, compagnons nécessaires, notre peur infondée de pauvres et fragiles êtres, tant qu'il coule et roule, qui s'égoutte et s'écoule. Texte 17.
Tentative maladroite de sonnet français ABBA, ABBA, CCD, EDE. C'est pas le titre. Le titre, c'est Eau de nuit. Et l'inspiration est mythique. C'est sur le fleuve Styx, un fleuve qui coule en enfer, que je l'ai rencontré, conduisant une barque aux matures diaphanes. Ses haubans menaçants, tels des fils d'Ariane, qui n'auraient que des seins de m'illusionner. Grand-peur et épouvante sa vue m'ont procuré, comme si le Minotaure à l'aura épiphane m'avait éperonné de son regard insane, dédales labyrinthiques que j'aurais profanées. Ces eaux pestilentielles sur lesquelles je progresse, aux effluves d'agonie matinée de détresse, m'entraînent vers les enfers des souffrances pérennes. Lorsque j'ai deviné qu'il était mon orige, ô monstre que je crains, dont je suis le proxène, de ma gorge est sorti un râle de vertige. Sur ces textes, vos commentaires? Oui, moi, j'étais en charge du texte 6 seulement. Après ça va être ma collègue qui va faire le 17. C'est bon. Donc, premièrement, on a trouvé qu'il y avait vraiment un beau rythme, une belle musicalité. C'était vraiment audacieux de faire ça en alexandrin. J'ai remarqué quelquefois, bon, il y avait 11 syllabes au lieu de 12, mais on peut se permettre des écarts. Là. C'est pas, même les plus grands le font, comme vous nous l'aviez dit. Sinon, ça, c'était pas quelque chose qui était unanime chez moi et mes coéquipières. Il y en a certaines qui trouvaient que c'était un peu long et que le poème perdait de sa valeur parce qu'on se perdait dans les idées un peu et ça faisait qu'on ressentait moins l'émotion. Mais on n'était pas tous d'accord, comme je disais. Sinon, il y a une belle personnification du temps. Et notre figure de style préférée, c'était Assassin sirupeux, à cause du son, puis aussi, on s'imagine le temps qui s'étend, c'est comme un sirop un peu. Là. Ouais, il y a une belle allitération, effectivement. Ouais. Oui. Et finalement, il y avait vraiment un beau vocabulaire varié et riche. Bon, ben merci pour ça. Avant de passer la parole à votre collègue, je vais le commenter aussi un petit peu à mon tour. C'est un thème on ne peut plus classique. Hein? Le temps, on en a parlé beaucoup dans la poésie. Baudelaire a signé de très beaux poèmes sur le temps, cet ennemi qui nous ronge, qui ravage nos vies. Et c'est pas évident de reprendre ce thème-là et le reprendre avec une forme en alexandrin à fortiori. Quand d'autres s'y sont illustrés là, avant, là, comme Baudelaire notamment, c'est pas facile. C'est un thème qui peut être intimidant, mais qui est rendu de façon intéressante et étonnamment moderne. On pourrait presque des fois penser à un slam. Par le choix des mots, par le rythme, par la cadence, là, il y a quelque chose qui jurerait pas dans un concours de slam là, où on aurait une cadence là, assez intéressante grâce au choix du vers alexandrin. Alors, c'est la modernité du traitement de ce thème très convenu, conventionnel, là, qui me frappe dans ce poème. Le prochain, donc, Eau de nuit. Pouvez-vous monter le volume de votre micro ou vous approcher davantage parce qu'on vous entend à peine? Oui. C'est bon? C'est bon, oui. OK. Donc, on a trouvé que dans l'ensemble, c'était vraiment très bien. C'est vraiment très bien fait. Il y a certains points qui ont été dits comme que on dirait qu'il y a certains termes qui n'ont peut-être pas été maîtrisés par l'auteur. Aussi, peut-être, il y a par exemple Dédale labyrinthique qui nous a, genre, qu'on se demandait si en fait, c'était voulu que c'était écrit vraiment comme ça ou si c'était simplement une faute parce que c'est comme vraiment, ça se répète beaucoup. Vous voulez dire un pléonasme? Vous pensez que c'est un pléonasme dédale labyrinthique? C'est par référence à l'épisode mythologique là, du fil d'Ariane. Et bien sûr, tout ça a une certaine cohérence. Dédale est un personnage. Le labyrinthe fait partie de l'histoire et tout. Là. Donc, il ne faut pas le voir comme un pléonasme. C'est carrément l'histoire qu'on nous raconte là, du Minotaure là, et du labyrinthe qui a été conçu par Dédale. Donc, ce n'est pas un pléonasme, c'est une référence explicite à l'histoire mythologique. D'accord. Sinon, personnellement, j'aurais aimé avoir des annotations par rapport au fait que on est dans un cours en ce moment, puis ça aurait peut-être été un peu
un peu mieux nous situer quelques trucs par rapport au poème. Mais tu sais, d'autres personnes après pensaient qu'au contraire, ça aurait gâché un peu le poème. Puis, tu sais, qu'en même temps, ben, tu sais, ce qui est bien, c'est de fouiller là-dedans. Mais, tu sais, il y a eu certaines choses à propos de ça. Mais sinon, l'ensemble, c'est très bien. Puis, ça se lit bien. Merci Je pour pourrais votre... intervenir un peu. Allez-y, allez-y. Désolée, juste pour dire que moi, j'avais vraiment l'impression d'un texte qui avait écrit qui avait été écrit, pardon, dans l'Antiquité grecque, même si, bon, je sais pas si le sonnet existait à ce moment-là, Non, mais pas encore. ouais, c'est ça. Mais vraiment, tous les termes font référence à la Grèce antique, là, Proxène. Mégane, est-ce que tu veux dire que je suis vieux, c'est ça? Ah, L'auteur se déclare. oui, Seigneur. En Non, mais fait, je me suis inspiré du cours de Luc la session dernière. Ah oui, bien sûr, parce que dans Théâtre antique et son héritage moderne, l'inspiration était très antique, justement. Et ce n'est pas quelque chose d'inusité dans la mesure où on va parler bientôt dans le cours de littérature française du Moyen Âge à la Renaissance, on va parler de la Pléiade qui s'est illustrée dans ce genre de composition-là. On se croirait chez Ronsard, chez Dubélé. C'est justement le genre de thématique qu'on développe là, avec des références antiques, des histoires comme ça que tout le monde connaissait à l'époque. Aujourd'hui, on a oublié c'est qui, Dédale, Ariane, Minotaure. On en a une vague idée, mais à l'époque, tout le monde connaissait ça. Et c'est un sonnet qui a très bien pu être signé Ronsard, Dubélé, Baïf, Jodelle. C'est bluffant. On pourrait prétendre, on pourrait signer Jodelle, puis les gens diraient, bah oui, c'est tout à fait vraisemblable. Sauf pour quelques petits détails, quelques vers qui font 13 syllabes plutôt que 12, alors que les gens de la Pléiade étaient très by the book, très straight dans leur application de la métrique. Et s'ils s'aventuraient à fauter, il y avait des gens pour le remarquer et le remettre sous le nez. Mais l'inspiration est tout à fait intéressante. Et c'est vraiment pas évident de réussir un sonnet et en plus d'y mettre des images aussi riches qui demandent un dictionnaire de mythologie pour suivre avec un vocabulaire orige, proxène, dans le très raffiné. Et je trouve ça intéressant parce que l'auteur, qui s'est maintenant dévoilé, ne s'illustre pas d'ordinaire par un style fleuri, mais là, a vraiment tenté quelque chose de différent. C'est ce qu'il y a de plus raffiné au niveau de l'expression, au niveau des images. Et je trouve ça le fun de sortir de sa zone de confort pour faire des trucs comme ça. C'est l'occasion de le faire dans le cadre d'un cours. Ce n'est pas son style naturel, mais ça a donné un résultat tout à fait intéressant. Alors voilà pour ça. Oui? Allez-y. J'étais aussi dans cette équipe-là, puis qu'est-ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé ce poème-là, puis j'aurais aimé le travailler davantage encore plus longtemps pour justement, parce que comme disait Mégane, il y avait beaucoup de vocabulaire, beaucoup de lexique, beaucoup de références à la mythologie grecque qui permettaient de se faire des images dans notre tête, puis créer des doubles sens pour voir, ben, qu'est-ce qu'on a voulu dire, qu'est-ce qu'on a voulu suggérer. C'est une profondeur là, qui échappe là, à une lecture superficielle. On ne peut pas tout voir. Là. Il faudrait reprendre phrase par phrase, méditer le sens de tout ça, puis on se rendrait compte qu'il y a tout un pan de réflexion là-dedans. Là. C'est pas non, juste... je ne suis pas assez intelligent pour ça. Bon, on projetterait c'est mon premier de ma vie. C'est mon premier poème de ma vie. Wow! C'est quand même assez réussi pour un premier coup. Et franchement, là, c'est impressionnant. Bravo pour ça. Je vais corriger les 13 là, pour pas que je me fasse... Oui, varloper. OK, oui, on va enchaîner avec le prochain. Merci pour vos commentaires. On est rendu au texte 7 et à l'équipe numéro 4. Préparez-vous, l'équipe numéro 4. Le tonnerre. Douleur qui m'arrache des cris. Ma folle tête bourdonne, ma langue qui se délie, dans ma tête, douleur, automne. Et là, il y a un jeu de mots avec tonnerre et automne. On l'aura compris. Mon corps qui s'alanguit, mes entrailles qu'on emprisonne, je pleure, je ploie, je gémis, dans tout mon corps, douleur, automne. L'automne vous fait ça aussi. Folle, farouche et impie, ma laideur étonne, de moi cruellement tu ris, c'est rire dans ma tête, automne. Solitude qui m'envahit, faut-il que je te pardonne de m'avoir à jamais trahi, dans mon cœur douleur, automne. Agonisante sur mon lit, l'heure du retrait sonne, à mes lèvres un sourire ravi, dans tout mon être joie, automne.
Et le même auteur avait proposé un autre poème qui s'intitulait « Douleur », assorti d'une image qui expliquait sans doute la source de l'inspiration. « Les seins gonflés de douleur, je pleure sur mes malheurs. Mes petits, sous la terre ensevelis, je lorgne les vôtres avec envie. Vous, belle aristocratique, détachée de cette maternité héroïque, vous qui portez un regard indifférent sur les vagissements de votre enfant, vous, insensible à mes malheurs, moi, les seins gonflés de douleur, je vous ai ravi cet enfant, vous qui le méritiez tant. » Et le texte suivant, qui était le texte 24, c'est bien ça, l'équipe? Nous, on a lu le 14. 14, hein? Oh, j'ai fait une gaffe, je n'ai pas le bon. Est-ce que je l'ai pris après? Non, j'ai oublié de mettre le 14. Je vais aller partager un autre texte parce que ça ne serait pas juste pour l'auteur. Je vais aller chercher l'atelier numéro 5 et on va aller chercher le 14 à la mitaine. Alors, atelier 5, comme ça. On va aller chercher 14. Bon, ils ne sont pas nécessairement aussi gros qu'il faudrait. Là. J'espère que vous allez pouvoir voir. Je vais agrandir un petit peu la taille des polices. Alors, c'est un recueil de haïku. L'amour disparu se retrouve dans le cœur de ceux qui nous aiment. Les flocons planent dans l'air glacé, amenant un horizon froid. La glace prévient, la vie s'endort d'un sommeil combattant le temps. Un arbre perdu retrouve son chemin et devient plein de vie. Une rivière, des poissons très malchanceux, un ours affamé. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Ça raconte une histoire, hein? Une rivière, des poissons très malchanceux, un ours affamé. Chaleur étouffante, sang bouillonnant de colère, réchauffement fort. Fleurs décolorées, le vent déluge les troncs, un sol coloré. L'espoir perdu des générations futures naît dans le passé. Un lac miroitant, reflet inatteignable, les vivants perdus. Aurore précieux, lumière flamboyante, chaleur berçante. Voilà, sur ces textes, vos commentaires. C'est moi qui va être la porte-parole de mon équipe là, pour le texte numéro 7. Le texte numéro 14, ça va être une autre personne. Puis je m'excuse d'avance parce que je viens d'avoir un appel à l'école. Il faut que j'aille chercher mon petit garçon. Okay. Fait que je vais faire mes commentaires et je vais devoir quitter. Je m'excuse. Donc, c'est ça. On a fait la lecture de Le tonnerre et douleur. La dominante du texte Le tonnerre, on avait dit que dans le fond, on sentait un certain mal de vivre, peut-être même la mort à la fin. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il y avait de la souffrance. On sentait beaucoup de souffrance. Puis, on trouvait aussi que le texte, il y avait beaucoup de sons, comme on pourrait dire. Il y a des cris, ça bourdonne, la langue se délie, on dit automne, mais ça tonne. Puis, on gémit, on pleure, il y a des rires, beaucoup. Donc, c'était très percutant dans les sons. Fait que, sinon, après ça, on s'était dit aussi que, on ne sait pas si c'était voulu de l'auteur, mais en lisant le deuxième texte, on a tout de suite accroché sur ça donne-tu un deuxième sens au premier texte? Parce que là, on relisait le deuxième, puis on s'était dit, c'est-tu le deuxième? On parle d'une personne qui allaite, on parle beaucoup de la maternité. Bon, elle en veut peut-être une autre personne, on se demande si ce n'est pas une nourrice qui est en train d'allaiter le bébé d'une femme ou le contraire. Peut-être que le contraire aussi a été évoqué. Mais on se demandait si ça allait apporter un deuxième sens au premier texte. C'est-tu la douleur, la souffrance, l'accouchement? On lisait ça ici aussi. On lisait certains vers, puis on s'était dit, bon, regarde, comme le corps qui s'alandit, mes entrailles qu'on emprisonne, je pleure, je ploie, je gémis, dans tout mon corps aux douleurs, es-tu en train de voir le travail de l'accouchement? Folle, farouche, impie, es-tu en train de pousser? Donc, c'est ça, fait qu'on avait beaucoup ce questionnement-là. On trouvait ça très intéressant si c'était voulu, même si c'était pas voulu, on trouvait ça très intéressant aussi l'effet que ça faisait. Puis, mais quand on regarde les deux textes, on préférait le premier avec le rythme que ça avait, les rimes aussi, là, les vers, on les préférait au deuxième. Donc, c'est pas mal ça. Bien, merci pour votre commentaire. C'est vrai que le premier invite plus à la projection de sens.
il est plus mystérieux que le deuxième, qui est assez simple dans l'expression, qui est peut-être lié, c'est une hypothèse intéressante, là, et vous pouvez partir, Marilyn, c'est pas grave. Oui, je m'excuse. Qui est peut-être lié, on ne le sait pas, il faudrait demander à l'auteur, mais qui, en tout cas, peut très bien être relié par le lecteur après coup, même si ça n'a pas été conçu comme ça, on peut projeter du sens et faire des liens, même si ce n'était pas la volonté première. Je pense que le deuxième a vraiment été composé en fonction de cette image où la toile nous donne à voir une femme un peu froide, indifférente, qui ne semble pas vraiment se soucier de l'enfant qu'elle a et qui suscite la jalousie de l'autre en disant « Moi, mes enfants sont morts, toi, tu en as un dont tu ne t'occupes même pas, tu sembles indifférente et on a envie de lui ravir. » Et on raconte une histoire et c'est un poème vraiment très intéressant pour cette histoire qu'il raconte dans des termes assez simples, mais avec une émotion vive, forte et bien sentie. Alors, c'est assez intéressant pour ça. Texte numéro 24, qui était responsable chez vous? Pas 24, mais l'autre, le 14. Le 14. Oui. Conspiration, 7 plus 7, Les 14. haïkus. Oui, les haïkus. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on a un recueil de haïkus. C'était très bon pour la pression de lire tout ça. Donc, c'est ça. Là, on a un recueil. On veut pas. Le mot recueil, même si c'est des textes différents, ça amène à penser un peu ensemble. Fait qu'on a relevé beaucoup le cycle de la vie à travers la nature, beaucoup. Dans l'idée de recueil, il y a quelques haïkus qui sont moins liés à la nature. Fait que, c'est ça, même s'ils sont tous séparés, le fait que ça soit un recueil, je sais pas, mais ça avait quand même sa place au niveau du... la thématique des mots était différente, mais les sentiments... l'émotion, comme évoquée, demeure quand même pas crédible, voyons, mais de synchro avec le reste. Ouais. On a relevé parmi nos préférés, la glace prévient, la vie s'endort d'un sommeil combattant le temps. Le premier, l'amour disparu, se retrouve dans le cœur de ceux qui nous aiment. Ça commence fort. Puis le deuxième aussi, ça, c'était nos coups de cœur un peu. On n'a pas relevé des phrases préférées, on a relevé des poèmes en 3 livres, on peut se le permettre. Donc, c'est ça, on s'est promené beaucoup, on a beaucoup, c'est ça, parlé. Là, après ça, quand on parlait du cycle de la vie, on allait chercher les saisons. Donc, fleurs décolorées, le vent déluge, les troncs, un sol coloré, c'est-tu l'automne, aurore précieux. OK, non, c'était pas lui. En tout cas, mais oui, excusez, dans le fond, Vous avez vu une certaine unité thématique à travers ça, finalement, là. Oui, quand même, c'est ça. Comme là, je parle pour moi vraiment personnellement, qui écoute encore de la musique en album puis pas en playlist. J'avais un peu de misère, c'est ça, avec ceux qui n'avaient pas vocabulaire de nature, vu que tout le reste, puis que ça s'appelle recueil, mais ça, c'est comme, c'est un peu chercher des bébites, là, des poux. On a le droit. Mais quand même, ça marchait. C'est ça, au niveau de l'émotion, ça marchait quand même si le lexique n'était pas. Puis c'est ça, c'est très doux, ça fait du bien à lire. Oui, puis on n'a pas toujours un traitement régulier dans les haïkus, là, mais ici, je pense qu'on s'est attaché à une forme de 5 syllabes, 7, 5. Il y a des gens qui ont écrit des haïkus sans se soucier de ça, là, mais il y a une certaine métrique là, qui accompagne le haïku normalement, donc il faut tenir compte de ça. Et ici, ça semble assez équilibré dans l'ensemble. Alors, merci pour vos commentaires. On va enchaîner avec la suite. On est dans les textes sélectionnés. On est à l'équipe 5 et on regarde les 2 textes 24-26. La dernière danse, pardon. Baiser létal en société, scandale. Je suis l'homme et tu es la femme d'un duo qui se reconnaît dans le noir. La tension est palpable. Panthère et vipère s'échangent des couteaux sous une pluie oculaire. Le Boogie Wonderland nous rapproche malgré nous, dans une tornade sensuelle de mouvements charnels. La musique sans l'eau de Cologne, trop assumée, les paillettes et le spray net. La femme aux yeux serpents, la mise en connaissance de cause. Les notes me chatouillent le derme, elle comprend mon ivresse. Aligne mes atomes et les yeux vitreux, je salive ta chair. Je veux être l'héroïne d'une accro, l'opium d'une rêveuse. Est-ce que c'est la densité du monde en mouvement, la sueur qui roule sur ma nuque ou seulement l'eau qui remplit lentement la pièce? Et je n'arrive plus à voir l'iris au centre de ton œil délavé. Elle danse avec une lame dans sa poche.
Je suis où là? Un ticket stérile recraché par la machine. Tu m'attends, noyé dans ton bain sur pied, les dents contre la chaîne de trottoir, je meurs la poussière. Partir loin de moi-même, dans une ville qui ne connaît pas mon odeur, un lieu triste qui n'a jamais vu mes rires, pour programmer mon autodestruction, oublier ses yeux profonds comme la fin du monde. La fin d'un monde. Le texte 26 est composé de plusieurs petits morceaux. Voilà, on les lit tour à tour. Prose poétique. Tu tires ta tige et tu t'étends. Tes feuilles se lissent sur ta tête. Une rosée perle aux pétales de tes yeux. Ton nénuphar s'éveille. Tu me réveilles à mon tour et m'emplis d'une douce fleur. Tu bourgeonnes d'envie de te coller contre mon cœur en pivoine. Tu chauffes tes brindilles pour ne pas me charbonner. Mon petit personnage fond devant toi. Je me tique à toi. Texte 2, 6, forme brève, inspirée du haïku. Éclat de verre, tes yeux tombent en miettes. Tes pas dans la neige impriment tes initiales dans ma nuit blanche. Un grain de sable dans l'œil, le monde se cache. Broche à tricoter, entre les jambes, la vie s'écoule rouge. Autour du cou, la caresse d'un nœud coulant. Sur ces textes, vos commentaires? Moi, du coup, je m'occupe du texte 24. D'accord. Et ce sera Rosalie qui fera le texte 26. Très bien. Du coup, on avait trouvé qu'il y avait beaucoup d'images fortes dans le texte. Et en fait, du coup, ce qui ressortait beaucoup, c'était... en fait, il y avait plusieurs choses. C'était vraiment une alliance de danger, de désir. Il y avait une sorte d'urgence aussi, de violence, mais il y avait aussi... On trouvait que ça évoquait aussi un peu la mort. Il y avait un côté un peu surréaliste. Et enfin, on trouvait un peu aussi avec... il y avait très peu de ponctuation. Et du coup, ça renforce un peu le côté un peu urgence du texte. Et du coup, oui, c'est un texte assez urbain, contemporain. Ouais. Et il y avait vraiment quelque chose de brut dedans. Et voilà, on avait bien aimé. Tout à fait. On ne s'est pas vraiment formalisé d'une métrique régulière. Ça se rapproche un peu de la forme du slam. Cela dit, c'est un mélange d'images plus classiques avec des mots plus contemporains, Boogie Wonderland, Spraynet. Alors, il y a des mots qu'on ne s'attend pas à retrouver d'ordinaire dans un poème, mais qu'on assume parfaitement dans ce mélange-là, ce syncrétisme poétique-là, qui est assez intéressant. Et pour le texte suivant, les textes suivants, qui était responsable? C'était moi qui étais responsable. Dans le fond, on a trouvé pour le texte numéro 1 que la prose poétique, c'était vraiment intéressant aussi. On a vu aussi que le texte avait une certaine sensualité aussi, parce que ça parle aussi de fleurs, aussi, on a vu aussi que ça parle aussi du printemps aussi, parce que, tu sais, quand on parle des fleurs, des nénuphars, on parle aussi de la nature et tout. Aussi, on avait peut-être vu qu'il y avait peut-être une certaine sexualité dans le poème. Donc, c'est comme, en disant entre les lignes, on le voit. Ensuite, on a vu que on disait qu'en lisant vite à voix haute, on trouve que ça se lit bien aussi, que c'est vraiment léger, harmonieux. Ensuite, on a vu qu'il n'y avait pas de faute aussi. Puis, c'est ça, on avait aussi vu qu'il y avait peut-être un double sens aussi, comme quand on parlait tantôt du printemps, de la sexualité et tout. Ensuite, c'est ça. Et pour le texte 2, qui est inspiré du haïku, on a trouvé aussi intéressant de lire ce poème-là. Aussi parce que à chaque fois qu'on lit les petits bouts de chaque... à chaque fois qu'on lit chaque morceau du poème, la force, c'est qu'on dirait qu'on ne se rend pas où on veut aller. On dirait que chaque morceau nous amène à quelque part d'autre, comme à une réflexion qu'on ne pensait pas, qui est comme inusitée aussi. Il y a aussi des images fortes, comme par exemple autour du cou, la caresse d'un nœud coulant. Fait qu'on voit vraiment que peut-être que ça peut faire référence au suicide. Tu sais, ça a comme vraiment double sens chaque morceau. Fait que ça nous amène à nous questionner sur le sens. Aussi, il n'y a pas de superflu, c'est simple aussi. Puis aussi, moi, personnellement, j'aurais peut-être trouvé ça intéressant qu'il y ait peut-être un titre
pour le texte 1 et le texte 2. Mais en même temps aussi, en n'ayant pas de titre, ça laisse aussi une part de mystère parce que, tu sais, on se demande qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Puis aussi, pour le texte 2, ben, même si c'est simple, on voit vraiment que chaque morceau est utile, là, qu'il y a vraiment des images fortes, que ça révèle quelque chose. Il y a un message caché à l'intérieur de ces morceaux-là. Puis, c'était pas mal ça. Il n'y avait pas de faute non plus dans le deuxième texte. Fait que bravo à la personne. Oui, merci. C'est très méritoire, en effet. Et j'aime beaucoup ce petit morceau de prose poétique aux accents érotiques. Je pense que vous avez raison d'y voir une certaine sensualité. J'adore l'image finale. Je me tique à toi. Je trouve ça fantastique. Je me tique à toi. Je me colle à toi jusqu'à sucer ton sang, là. Et puis, il y a tout ce jeu d'allitération. Tu tires ta tige et tu t'étends. Alors, les T ici là, se succèdent. Tu tires ta tige et tu t'étends. C'est tout à fait charmant, ce petit bijou de composition. Et de même, les haïkus sont très sympathiques, même si on n'a pas respecté une forme régulière. On dit d'ailleurs forme brève inspirée du haïku. On ne prétend pas que c'est des haïkus de plein droit, là, mais l'esprit du haïku est tout à fait respecté à travers ça. Et c'est charmant comme évocation. C'est vrai que ça nous amène un peu partout. Alors, on enchaîne avec l'équipe 6. C'est l'avant-dernière équipe, 2 textes à voir. C'est le texte 4 et le texte 22. La femme de ma vie. Seule la femme qui aime l'art du beau peut apprécier la beauté. Tu vois une rose blanche, moi une rose aimante. De sa main fanée naît une douceur exaltée. Tu vois une rose rose, moi une rose charmante. Seule la femme qui a l'art d'entendre peut savoir écouter. Tu vois une rose rouge, moi une rose désarmante. De ses yeux voilés naît un amour exulté. Tu vois une rose fanée, moi une rose dormante. Seule la femme qui a l'art de la connaissance peut transmettre. Tu vois une rose, moi, ma grand-mère. De sa bouche desséchée naît un dernier baiser. On ne dansera plus sous la pluie. Maintenant, il pleut sur mes yeux inapaisés. Maintenant, il pleut dans mon cœur qui fuit. Le texte suivant, c'est une série de textes. Ciel gris, reflet de boulevard. Il est question de Talbot, ici. Le silence désaturé des soupirs agonise en rampant sous la neige carbone. De paralysie matinale, l'espoir en putréfaction s'est écoulé, pourriture des stations-service sur l'asphalte noirci d'une sécheresse veineuse. Mutilation rouge-gorge d'un nuage carnassier, croûte l'hiver béton de mes amygdales en charpie, et le vent saigne en hurlant, les ailes tenaillées, dans la ville ensevelie sous les flocons plumes. J'avance en rampant dans ce désert insalubre, mon passage freiné d'un sillon écarlate, mes ongles crissent vainement contre le trottoir, car se retient durement à mes chevilles comme une ombre glacée, le poids écrasant d'un hurlement sourd. Décharge. Extension viscérale de mon être digestif, ta détresse silencieuse martyrise mes sinus et le gouffre qui t'engloutit porte les traces de ton existence passagère. Le grill. Charbon pétillant, l'asphalte qui transpire, l'empreinte sanglante et boueuse, en silence sous 6 tonnes, la mort goudronneuse. Sur ces textes, vos commentaires? Oui, alors pour ce qui est du texte numéro 4, d'abord chapeau pour ce sonnet qui est très bien réussi, si ce n'est que deux choses qui peut-être accrochent un petit peu plus. Premièrement, on aurait pu respecter la forme de l'alexandrin. Il apparaît à la majorité du temps, sauf les premiers vers des 2 premiers quatrains. Ils sont, à mon avis, un petit peu trop longs. Ils ont 15 ou 16 syllabes. Pour moi, ça accroche un petit peu et il y aurait peut-être eu moyen de les faire plus courts. Et la deuxième chose qui accroche, c'est que transmettre et grand-mère ne rime pas. Et à ce moment-là, dans le sonnet, pour que ça fonctionne vraiment, il aurait fallu que ça rime. Mais cela dit, on a été vraiment charmés par ce sonnet-là, que c'est bien rythmé, il y a un effet d'insistance qui est bien réussi. Oui, le retour de la rose et de différentes couleurs, là, c'est très intéressant. Puis aussi, le rose parfois apparaît avec une lettre majuscule, parfois non. On a pensé que le rose en lettre majuscule, c'est le prénom de la grand-mère. Et la rose, lettre minuscule, c'est la fleur, mais peut-être que ce n'est pas le cas. C'est une interprétation intéressante. Oui, c'est ça. Il y a une ambiguïté qui est assez bien là, à ce niveau-là. Donc, et le jeu du tu vois ceci, je vois cela, c'est très bien, c'est réussi. Donc, chapeau pour ça. Pour ce qui est du texte numéro 22, encore une fois, on a aimé les images. Ce sont des... bravo Joliane qui nous dit que c'est son texte.
Bravo, en effet. D'accord. Donc, bref, ouais, encore une fois, on trouve que c'est des belles images, mais on était ailleurs. Hein. On était sur le boulevard Talbot. C'était quand même bien. Pourquoi faire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ouais. Donc, et puis, on a remarqué que c'était bien de partir peut-être de choses plus banales et d'en faire quelque chose de bien. Alors, Oui, voilà. sublimer le banal et le laid par la poésie, là, et Dieu sait que Voilà. Talbot peut être un boulevard laid. Alors, Absolument. c'est intéressant de le célébrer poétiquement. Ouais, voilà. Donc, il y a aussi, bon, pourquoi il n'y a pas de ponctuation dans ce poème-là? C'est quoi l'effet qu'on a voulu chercher? Je ne le sais pas tellement. Peut-être qu'au niveau de la diction, de la façon qu'on livre ou qu'on lit le poème, ça fait différent, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait pu avoir quelques virgules. Donc, voilà pour ce texte-là. Aussi, bon, j'ai appris un mot, donc je suis bien content, le mot charpie, qui se trouve à être, pour ceux qui ne le savent pas, un morceau de toile râpé ou effilé, utilisé autrefois pour panser les plaies. Donc, voilà. Et donc, c'est tout. Décharge et le grill, est-ce que vous les commentez ou... Je les ai pris tous dans le même... OK, le traitement était générique, là. Okay. Ouais. Dans l'ensemble, donc, mais c'est vrai que le style est très semblable là, d'un poème à l'autre. Il y a des accents presque malarméens des fois. On joue sur l'abstraction un petit peu. On ne va pas jusqu'à rompre la syntaxe, même si la ponctuation saute. Et on ne fait pas des images complètement abscondes là, comme chez Mallarmé, mais il y a certainement, en tout cas, un style fleuri, des images très recherchées où on part de choses laides. Talbot, la décharge, le grill, ce pas des endroits exotiques très, très reluisants et qu'on essaie donc de sublimer par la poésie à travers le pouvoir incantatoire des mots. Alors, c'est intéressant pour ça. Alors, on passe au dernier texte maintenant. Je vais partager les deux textes 19 et 28 de l'équipe numéro 6. Et c'est la série qu'il y a ici, une série, ma foi, assez longue. Je vous ai donné du boulot à l'équipe numéro 6. Debout, plus personne debout. Écran dans la face. On est rendu où? Assis sur nos places. Le froid s'est installé, chaleur humaine recherchée. La santé surpasse nos droits, c'est la loi. Princesse prisonnière en haut d'une tour, on s'est fait jouer un tour. Ce n'est qu'un privilège du passé à oublier. Gestes amicaux réprimés. On sent une petite charge critique vis-à-vis des conditions sanitaires, mais je peux me tromper. Réseau. Facebook ne sait pas que mes poules ont pondu, 4 œufs bien dodus, et j'aime ça. Nouvelle virtuelle de l'heure, perdre l'instantanéité virtuelle au profit d'une dimension réelle, réalité de l'apprenti éleveur. 3. Femme émancipée qui n'a plus 5 ans, hiérarchie qui donne le goût d'anarchie, pouvoir supérieur de l'homme blanc, gestion horizontale inclusive, mais à quel prix? 4. Tactique rêvant de trêve épique, transition aux violations, action-réaction, subterfuge et jonglerie. Le renard sait où se trouve plutôt le poulailler. Mais il attend le bon moment pour attaquer. 7-1-20-20, billet de loterie vendu, rêve extravagant et farfelu pour résister et continuer de lutter, pour ne pas tout décrisser, pour rester en vie, en s'imaginant le paradis, loin des moteurs d'usine usés et les cris d'une famille éclatée. 3-2-2-3, lendemain difficile, se lever pour une autre journée, encore mêlée, horaire effréné, redevenir le robot automatisé qui tient un fil. Et 7, zone sinistrée, guerre au virus invisible, individualisme pour la collectivité, s'adapter et réinventer un monde moins possible, la révolution ne sera pas télévisée. Alors voilà, sur cette séquence de poèmes, on s'arrête et on passe au texte 28. Pour écrire, il suffit de pianoter. Laisse caresser le plomb. Il ébruite les tessitures à écrire, les accords et les octaves préludes de chansons, récital intimiste de dire. Dire les lettres qui dansent, s'enivrer de leur poésie, s'accorder avec la cadence, griffonner des ritournelles de symphonie. Symphonie de doigté finement exécutée, les syllabes deviennent gammes, les silences des sonorités, mélodiste de la partition de l'âme et virtuosité, chef d'orchestre de la valse effrénée, le solfège vocalisé, une fenêtre dédicacée. Sur ces textes, vos commentaires? Bonjour, on m'entend? Oui. OK. Ben, pour le texte 19, on trouvait que, en tout cas, notre équipe avait vu un lien entre les différents poèmes. Mm-hmm. Je trouvais qu'il y avait un... Ben, là, je commence à douter de moi, mais je pensais avoir un thème récurrent de l'Internet. Il y a aussi la présence, comme j'avais vu, de la femme discriminée puis d'un virus.
Puis je trouvais qu'en général, ça parlait comme de la régression de l'humanité presque. Comme qu'il y a des affaires qui nous faisaient régresser, comme il y avait l'Internet. Ça se défend. Puis après, il disait comme il vivait dans le monde réel à la place d'être sur Internet, donc il était comme mieux, comme quand il voyait ses poulets, là. Le deuxième texte avec le poulet, je pense. Ouais. Par exemple. On a perçu il y avait des rimes dans chaque poème, mais il changeait tout le temps la forme. Comme disons, pour le premier, c'était comme premier. Ben là, ça, c'est un exemple. Je ne me rappelle plus exactement. C'est comme premier avec 4, puis deuxième avec 3. Puis après, dans l'autre poème, c'était 1, 2, puis après 3 et 4. Puis après l'autre, 1, 3 et 2 et 4. Puis je pense qu'il y en a un qui n'en avait juste pas. Mais ouais, je trouvais ça intéressant qu'il ait changé la forme des rimes pour chaque poème. Il y avait quelques fautes d'orthographe à un endroit, je pense, le deuxième texte avec le renard. Attends, oui. Je pense que je me trompe, mais. Ouais. Et c'est ça, je trouve que les. Je vous laisse ou. Non, allez-y. OK. Puis on trouvait que les thèmes étaient assez modernes, comme parlaient plus de l'actualité que comme de la nature ou des trucs médiévaux pour le texte 9. Tout à fait. Puis il y a une charge critique. C'est une série de textes porteurs d'un discours idéologique. Ce n'est pas juste pour faire joli. Il y a des choses à dire, là. Alors, on met l'accent sur l'expression au détriment du travail de la forme en termes de régularité métrique ou de recherche de rimes. Et tout ça, ce n'est pas ça qui compte, c'est l'expression. On veut exprimer ses idées et c'est la poésie est utilisée comme véhicule pour ces idées-là, pour la dimension idéologique du propos. Est-ce que vous aviez fini sur ces textes? Non, il restait le commentaire pour le texte 28. Oui. Ah, OK, ouais, pour le 19, ouais, c'était... pour 28 maintenant. OK. On trouvait ça intéressant qu'on a remarqué qu'à chaque fin de couplet, le dernier mot était réutilisé pour le début du prochain couplet. Comme je pense qu'il y a un des couplets, ça finit avec symphonie, puis après, ça recommence avec symphonie. Puis ça faisait ça à chaque couplet. On trouvait ça pas intéressant. On a bien aimé le mélange entre l'écriture puis comme la mélodie de la musique. Parce que ça avait comme une comparaison entre les deux. Puis le thème était beaucoup musical, mais on trouvait que ça donnait une belle image comme qui commence avec quelqu'un qui écrit un texte, puis le bruit du plomb sur la feuille, comme ça se transforme en symphonie, puis en musique. On trouvait ça beau. Puis les rimes étaient constants, puis on voyait qu'il avait été plus travaillé que s'il y avait eu beaucoup de poèmes, parce que c'était quand même court. Mais on voyait que les choix de mots, il avait été plus pensés. Puis même le fait que tu pognes le dernier mot de l'autre couplet, puis tu remets au début, il fallait que ça marche. Donc, on voit que la personne a pensé à ça. Oui, c'est un texte très soigné au niveau de la construction. Là, vous avez raison de dire qu'il se termine par un mot qui est repris au vers suivant. Et c'est très méritoire là, parce que tout ça demeure cohérent et on topic là, dans le thème. Et il y a une recherche esthétique ici là, vraiment très, très importante. Il ne s'agit pas de raconter une histoire, il ne s'agit pas tellement d'utiliser le poème comme un véhicule idéologique comme dans le cas précédent. On n'a pas un message à passer. On célèbre par les mots, finalement, là, ce qu'on essaie d'évoquer, la musicalité de l'écriture, là, et c'est particulièrement évocateur et c'est particulièrement riche au niveau des images, au niveau de la forme. Le travail est très, très soigné. Alors, on a vu des textes très contrastés qui représentent différentes tendances dans le groupe et certains auteurs, on les a retrouvés dans d'autres textes. Bon, ils ne se sont pas tous toujours dévoilés, là. Moi, je sais qui est derrière chacun des textes et je vous dirais que c'est intéressant de voir où ça vous a amené. Il y a des gens qui vraiment ont fait des trucs étonnants par rapport à leur style habituel et ont varié beaucoup. Alors, c'est des gens qui, par exemple, privilégiaient un style plutôt simple et qui ont opté pour un style plus fleuri ou à rebours, des gens qui sont allés ailleurs, délaissant les métaphores à tout crin pour une expression plus engagée, par exemple. Alors, ça donne des choses très variées et la poésie permet ça, de varier l'expression à l'infini. Et c'est une forme brève, ça ne nous engage pas trop. On peut s'arrêter quand on veut. On peut poursuivre aussi à loisir quand on a une bonne veine. On peut creuser plus loin. Et ça donne un recueil très diversifié dont je suis très, très content. C'est un beau cadeau que vous m'avez fait au terme de ce trimestre, de m'envoyer tous ces textes.
et qui montre vraiment là, qu'il y a du talent dans le groupe. Mais ça, on le savait déjà. Alors, on va arrêter l'atelier ici. Je termine l'enregistrement et puis je me rends disponible pour répondre à vos questions si vous en avez pour les rencontres à venir à partir de la semaine prochaine. Alors, merci. À la semaine prochaine.